presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis. Et comme tous les jeudis, je suis en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? J'ai jamais comment ça rimait comme ça. C'est vrai, t'es fou, t'es un poète. Oh, qu'est-ce que t'as une voix du matin, t'as une voix radiogénique de mec qui a fumé 15 clopes et Je fume pas. Ben ouais, mais c'est fou. On dirait un peu Serge Gainsbourg. Juste manque de sommeil. Voilà. Ok, ça marche. Il a pris sa voix de crooner puisqu'aujourd'hui c'est une émission spéciale Queen Squad. Merci Jade d'être avec nous. Salut Jade. Salut. Salut, Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Et à côté de toi, c'est Marion. Salut Marion. Salut. Merci d'être avec nous. Une habituée et une découverte. C'est vrai, c'est la première fois pour toi Marion. Jade, Tellement. c'est la deuxième. C'est la deuxième fois. Ouais, plusieurs fois dans ce studio que Dans la tu cuisine, connais. oui. C'est fini la cuisine. On est sage maintenant. Croissant café. Il y a des c'est croissant café, des petites Ah oui, madeleines. depuis que c'est passé à 15h, effectivement, ça change Et l'ambiance. encore bientôt à faire ça à 8h du matin, tu Non. vas voir, c'est Impossible. voilà. On va parler évidemment de la Queen Squad, on va parler de tout ça, mais on va parler de vos parcours à toutes les deux. Puisque Jade, la dernière fois où tu étais venue, on avait un petit peu parlé de ta vie, mais on a envie d'aller un peu plus en profondeur. Puisque déjà, ça fait 5 ans que tu es venu dans cette émission, ça fait même 6 ans. C'était en janvier 2020, oui. Donc ça fait 6 ans, ça fait un bail. On revient un petit peu avant toutes ces histoires de poker, tout ça. C'est quoi un petit peu ton histoire à toi, Jade? Alors, Vaste sujet. Très mais- vaste sujet. Pour T'as commencer, 4 minutes. tu es d'où de base? T'es né où? je suis née aux Philippines, dans un camp de réfugiés. Ah, t'es né aux Philippines? Ouais. Ah, je pensais que t'étais né en Alsace, moi. Non, je suis née aux Philippines. Ok. Je suis mes deux parents, ils sont vietnamiens. Ok. Puis, ils sont partis sur un bateau. Ma mère avait 19 ans, mon père en avait 22. Et ils ont débarqué sur une île au Palawan, aux Philippines. Donc, ils ont été accueillis dans un camp de réfugiés. Ils y sont restés 4 ans et moi et mon frère, on est nés là-bas, D'accord. avant de venir en France. Ok. Donc déjà, l'histoire, elle commence sur... En 1986. en 1986. T'arrives en France en quelle année? J'arrive en France en 91, j'avais 2 ans. Ok. Donc, j'ai grandi ici, j'ai appris la langue ici, je suis allée à l'école ici. Donc, Tes souvenirs, je me suis bien tous tes souvenirs sont ici, quoi. C'est ça. Ouais, c'était comment un petit peu de vivre dans une... Alors parce que tes parents, ils étaient bien intégrés, ils parlaient français, tout ça, ou c'était... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que ce sont les personnes les plus courageuses que je connais. Hein. Ils sont partis sans rien, sans dire au revoir à leur famille. Ils sont montés sur le premier bateau. Ils avaient l'opportunité de partir et du coup, ils sont montés sans se poser de questions. Et donc, la France les a accueillis en 91. Donc, ils sont venus ici. On ne connaissait personne. Ils n'avaient pas un sou. Ils ne parlaient pas la langue. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à trouver du travail, à s'intégrer, à fonder une famille. Donc, on est 5 enfants en tout. Et voilà, on a grandi dans des conditions qui sont plutôt compliquées. Qui forgent la résilience, a Qui priori. forgent la résilience, qui forgent le caractère, la maturité aussi très tôt. Puisque quand moi je suis deuxième dans une famille qui est très nombreuse, donc j'ai pris très vite une position maternelle dans la famille pour protéger les petits, pour les guider et tout ça, La seconde maman, un peu, quoi. un petit peu. Et du coup, ce qui fait que j'ai grandi plus vite que les enfants autour de moi. Et ce qui a forgé mon caractère forcément aujourd'hui aussi. Est-ce que t'avais quand même, parce que là, tu l'as dit, tu grandis plus vite qu'un enfant ordinaire, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu avais quand même des rêves de gosse, tu vois, je sais pas, un métier, un truc qui te faisait rêver à cet âge-là, ou pas vraiment? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, si tu veux, nous, culturellement, c'est assez particulier. Quand tu es né dans une famille asiatique, quand les parents n'ont pas réussi, ils rêvent la réussite pour leurs enfants. Donc, tu dois devenir avocat, médecin, astronaute, cadre, voilà. Tu dois diriger, tu dois avoir un très bon diplôme, un très bon métier et réussir ta vie. Pour eux, c'est la définition de la réussite, en gros. Jouer à gros, c'était pas dans leur projet, quoi. C'était pas... Ouais, et du coup, mais en fait, c'est marrant parce que ce qui compte, c'est la réussite professionnelle, mais le bonheur en tant que tel, il n'est pas mis en avant plus que ça.
Bah, c'est eux qui définissaient notre bonheur à nous. En fait, nous, tu vois, je veux dire, quand t'es petit, tu sais pas ce que c'est que le bonheur. Tu crois ce que tes parents te disent. Tu penses que le bonheur, c'est d'avoir ton bac, d'avoir un bac plus 10, d'être médecin, et tu penses que le bonheur, c'est ça, en fait. Il est lié à la sécurité, limite à la sécurité. La stabilité, et voilà. Et donc, on les croyait. On les croyait, on faisait tout pour, on devait être les meilleurs partout. Donc, je crois que tu as réussi. J'aurais pu. Disons que j'aurais pu réussir. Après, la vie a fait que j'ai rencontré pas mal d'obstacles et des aléas. Mais clairement, j'aurais pu, oui. Parce que disons, si tu veux, avec mes parents, on a grandi tout le temps dans un esprit d'hyper-compétitivité. Tu vois, on était entouré de familles vietnamiennes aussi, et ça mettait les enfants les uns des autres en concurrence. Tu dois être meilleur que lui, tu dois être numéro 1. Et à l'inverse, on ne recevait très très peu de compliments et de gestes d'affection. Tu vois ce que je veux dire? Nos parents, ils nous prenaient jamais dans les bras, ils nous disaient jamais je t'aime. Tu revenais avec un 20 sur 20, oui c'est bien, assieds-toi, finis ton assiette, voilà. Ouais. Mais à l'inverse, tu revenais avec un 19, c'est pas bon. T'as pas été la meilleure. Et entre vous aussi, frères et sœurs, tout ça, toute la famille, il y avait une concurrence aussi entre vous? Non, il y avait plus... alors, entre frères et sœurs, c'est tu dois suivre la voie des grands. Donc, les grands doivent être les meilleurs pour montrer le chemin aux petits. Ouais, tu tirais un peu les autres vers le haut, ou enfin, en tout cas, une espèce de... Tu dois être un exemple, quoi. Ouais, tu dois être un exemple. C'est ça. Mais dans ta construction, est-ce que le fait que tu parlais de peut-être du manque d'affection, tout ça, quand on grandit, on grandit avec un manque, non? Ça crée pas des failles après? Je l'ai pas senti, ce manque d'affection, sur le coup. J'ai senti beaucoup d'exigences et je veux pas diaboliser mes parents, mais je n'ai pas manqué d'amour. Vraiment, dans notre foyer, c'était plein d'amour. Ils étaient courageux. Mes parents, ils travaillaient beaucoup. On manquait de rien. On ne manquait pas d'amour, mais on manquait l'expression de cet amour. Signe d'amour, quoi. C'est ça. Ok, ouais. Mais en tout cas, tu sentais qu'ils donnaient tout pour vous et que... Et en tout cas... et du coup, ça fout une pression supplémentaire parce qu'on n'a pas le droit de les décevoir. Ouais. On n'a pas le droit de les décevoir. On était en mode je dois tout à mes parents. C'est grâce à eux que je suis en France, que je peux aller à l'école, que j'ai des vêtements, que je peux manger, tu vois. Donc on est... ça met une sacrée pression quand même. Quand tu vois le parcours de tes parents, tu vois que en fait ils sont littéralement battus pour leur vie pour arriver ici et que toi tu dois C'est ça, et que toi tu as vraiment envie de réussir pour les rendre heureux à leur tour. Tu vois? Ouais. Marion, tu connais un peu l'histoire de Jade? Non, je découvre. Tu découvres, ouais. Tu connaissais pas trop l'histoire. C'est quoi toi ton histoire? On va faire un peu la passerelle, mais c'est quoi toi ton histoire? Tu viens d'où? Alors moi je suis née un peu plus proche que Jade. Je suis née à Montreux, donc en Seine-et-Marne, pas très loin. J'ai pas eu autant d'exigences dans la famille que celle de Jade. J'ai une famille, je viens d'une famille assez modeste. J'ai fait mes études classiquement. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une jumelle. Et une vraie jumelle? Fausse jumelle. Fausse jumelle, ok. On se ressemble pas du tout, non. Ok. Et un demi-frère également. Donc j'ai fait mes études classiquement et j'ai décidé de faire des études de psycho. Ok. Donc ça a toujours été un peu... Ouais, du coup, la psychologie, on va en parler parce que là, on va faire des petites passerelles avec le poker, des choses que tu peux utiliser ou pas. Et la même question que pour Jade, est-ce que c'est ce que tu allais dire, non? Non, j'allais dire à quel moment on décide de partir dans la voie de psycho. C'est pas trop un truc de gosse, quoi. Ouais, bon, je pense qu'à mes 11 ans, je savais que je voulais être psy. Ah ouais? Okay. Ouais, je sais pas. J'ai lu un livre et je me suis dit... C'était quoi? Je vais en faire... Dolto. Non, pas du tout. C'était Pierre Daco, l'histoire de la psychanalyse, je crois. Enfin, c'est pas très... T'avais 11 ans? Oui, normal. 11 ans. C'est standard. C'était tard un peu pour le lire. Ouais. Moi, je l'ai lu, j'avais 6, je crois. Comment tu te retrouves à lire ce type de bouquin à cet âge-là? Je sais même pas comment je suis tombée dessus. J'aimais bien lire, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Mais c'était assez... vulgarisé, donc ça va, c'était pas trop compliqué à lire quand même. Ok, et quand t'étais... Genre, t'avais un rêve avant d'être psy à 11 ans? Je crois que je voulais être prof de maths.
Ok, on a un souci. C'est vrai, tu voulais être prof de maths, après tu voulais être psy. Ouais, peut-être en grandissant, tu voudras devenir danseuse et astronaute. Le poker, ça réunit les maths et la psy. Ouais, exactement. C'est clair. Sinon, il y avait le sport aussi, donc je jonglais entre les trois. Quel sport J'ai fait du hand pendant longtemps. Et du coup, j'hésitais à un moment à faire des études de sport. De sport, ok. Dans leur STAPS. Ouais, j'ai eu ce petit moment d'hésitation, mais non, je me suis quand même tournée vers la psy. Et donc, tu t'es lancée vers la psy et t'es devenue psy ? Oui, je suis devenue psy, clinicienne. Ok. Mais c'est quoi la différence entre psy, clinicienne et... Alors attends, parce que je suis toujours perdu entre psychiatre, psychothérapeute. Il y en a un, c'est comme les diététiciens et les nutritionnistes, il y en a un, il y a un vrai, il y a un faux. Ouais, psychologue, c'est pour les enfants. Il y a des spécialités. Alors déjà, le psychiatre, c'est un médecin. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec le psychologue. C'est pas du tout les mêmes études. Et au sein des psys, tu as différents types de psy. Et le psychologue clinicien, il peut faire des thérapies. En fait, c'est une spécialité au lit du patient, la clinique. D'accord. Et du coup, il peut ouvrir son cabinet et faire des thérapies, alors que d'autres spécialités, par exemple le psy du travail, il va travailler dans le domaine du travail, sur le burn-out, ce genre de choses. Quoi. Tu te spécialises dans une branche et toi, tu as été dans cette voie par choix ou un peu parce que... Ouais, je voulais faire psychologue clinicienne parce qu'il y a des théories qui tournent autour de cette voie-là. Et du coup, ça allait totalement dans ce que je ressentais, ce que je pensais. Quoi. Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir comprendre ce qui se passe dans le cerveau un peu, enfin tu vois, est-ce que de décortiquer ce qui se passe dans l'être humain un peu? Ah ouais, totalement. De comprendre l'humain, enfin je suis très tournée vers les autres et depuis très jeune, j'avais envie de comprendre comment l'humain fonctionne, comment expliquer un comportement, voir comment expliquer un comportement extrême. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orientée plus dans le cadre judiciaire. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ma spécialité. Et du coup, j'ai travaillé dans le judiciaire avec des mineurs délinquants. Okay. Et du coup, ça m'a permis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un humain, un enfant d'autant plus, peut passer à l'acte et faire un truc extrême. Et comment on l'explique psychologiquement, comment on l'explique dans son histoire. Et du coup, c'est ce qui m'intéressait. Quand on est psy et qu'on est confronté comme ça à des cas qui peuvent être un peu extrêmes, il faut se blinder un peu. Enfin, tu vois, comment tu fais pour pas être affecté par les choses comme ça. Alors, ça peut... Après, on va faire un parallèle avec le poker, mais peut-être que ça peut te servir. Parce que nous, on a envie de tout casser quand on prend un bad beat, mais peut-être que toi, tu le prends avec philosophie et... Tu vois, mais comment on se blinde? C'est juste avec l'expérience ou ça s'apprend? Les études te permettent de connaître un peu le fonctionnement et la pratique aussi. Et du coup, je me connais mieux. Enfin, j'ai fait aussi une thérapie pendant plusieurs années, donc je me connais bien. Donc forcément, niveau poker, je le repère très vite. Si je commence à tilter, si je commence à voir que mon jeu, au niveau technique, ça va pas du tout et que ça se répercute sur le mental, tout de suite, je le repère, je fais une pause. Je me dis, pendant 2 jours, tu joues pas, essaie de repérer ce qui se passe. Ou quand je fais une super bonne session, on le sait, des fois, ça va vite redescendre, on se sent en confiance. Donc, je le repère assez vite. Ça, c'est une qualité, c'est cool. Donc, ça m'a forcément aidé sur le poker. Et est-ce que te diriger dans ces études, c'était aussi parce que tu disais tu t'intéressais beaucoup à l'autre pour comprendre l'autre, mais est-ce qu'il y avait une part aussi de t'avais envie de te comprendre toi-même mieux? Il y avait des choses peut-être, je sais pas, dans ton adolescence qui t'ont amené sur cette voie? Ouais, alors... j'ai beaucoup aimé l'école, mais j'avais quelques difficultés. Et j'ai été diagnostiquée il n'y a même pas 2 ans TDAH. Donc, en fait, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et en fait, toute mon enfance a été très compliquée parce que je me sentais par moments différente des autres. Et donc, je pense que j'ai pris aussi cette voie pour justifier le fait que j'avais des difficultés, qu'il y avait une raison à ça. Et je pense que l'entourage ne le comprenait pas, ne le repérait pas, même dans ma famille. Et du coup, je prenais... Ça jouait forcément sur ma confiance en moi, en fait. Et de savoir que il y a une pathologie derrière, que ça vient éclairer, en fait, les difficultés que j'ai pu avoir à l'école, quoi. TDAH, du coup, ça se manifeste comment? C'est la difficulté de concentration ou... Alors... En fait, on dit souvent que c'est ça. Il y a une part de difficulté de concentration, mais elle n'est pas globale. Au contraire, une personne qui a ce trouble-là, elle peut être dans une hyper-concentration quand elle est intéressée. Moi, j'adore le poker. Je peux faire une session de 12 heures, 5 fois de suite, 6 jours par semaine. Aucun souci parce que je suis passionnée. Ou d'étudier le poker, quand j'y vais, c'est à fond, quoi.
Mais je sais pas, par exemple, l'histoire, je détestais l'histoire, c'était pas possible. En fait, le cerveau, pour résumer, en gros, n'importe qui, il a un taux de dopamine à peu près constant. Quelqu'un qui a ce trouble-là, il est en deçà de ça et il va chercher en permanence des stimulus qui stimulent la dopamine. Et du coup, des situations qui sont désagréables pour lui, une personne normale, je sais pas, ranger ses courses, faire le ménage, doit se lever le matin et le faire, elle va le faire. Quelqu'un qui a ce trouble-là, c'est vraiment une lutte au niveau du cerveau, c'est vraiment un trouble neurologique qui l'empêche. Parce que tu as tellement peu de dopamine que tu n'as pas envie de... Et ça fluctue selon les situations, en plus, c'est même pas contrôlable. Du coup, il faut en fait, quand tu ranges tes courses, il faut que tu arrives à mettre un truc qui te stimule dedans. C'est ça, ou trouver un moment dans ma journée où je me sens bien, où je fais du sport, par exemple, ça aide énormément pour pouvoir faire ce genre d'activité. Sinon, je vais procrastiner et je peux rester sur mon canapé, quoi. Donc, oui, d'accord. Voilà, j'oscille entre ça, quoi. Genre, soit je suis hyper active, soit je peux rester 2 jours dans mon canapé et ne plus rien avoir envie de faire, quoi. On va voir comment le poker t'a aidé là-dedans. Avant d'arriver dans le poker, Jade, on n'a pas fini, on n'a pas toutes les deux avec votre vie. Tes études, tu vas les continuer, mais tu vas décider d'ouvrir un restaurant, c'est ça, Jade? Alors, j'ai pas forcément décidé de les continuer. J'avais pas le choix. J'ai suivi la volonté et la voie de mon grand frère qui a fait une école de commerce. Enfin, qui a d'abord fait une classe prépa, puis une école de commerce. Donc moi, j'ai fait un bac plus un bac scientifique, parce que c'était considéré comme le meilleur à l'époque. J'ai été prise en classe prépa, donc une des meilleures de France. C'était où? À Strasbourg. Ok. Classe prépa HEC. Et disons que ma voie, elle était toute tracée, tu vois. Classe prépa, école de commerce, après tu sors cadre, tu fondes une famille et voilà. Est-ce que tu te posais des questions ou vraiment pas du tout? Tu suivais ta voie ou pas? Je suivais ma voie, mais je savais que je voulais pas faire ça. Donc, en fait, c'est confortable d'un côté parce que au moins, tu n'as pas le stress de qu'est-ce que je vais faire. Mais de notre côté, c'est pas non plus forcément épanouissant. J'étais très très malheureuse, ouais. En plus, on n'avait pas beaucoup de moyens. Du coup, moi, j'avais une petite bourse de 150 €, tu vois. Ça coûte cher, le vivre dans une autre ville. Ouais, voilà. Donc, j'étais pas très loin. Mes parents habitaient à Colmar, dans le Haut-Rhin. Moi, j'étudiais dans le Bas-Rhin, à Strasbourg. Mais je pouvais pas me permettre un appartement ou quoi. J'avais une petite chambre d'étudiant de 9 mètres carrés. Qui me coûtait ma bourse de 150 € par mois. Et à côté de ça, il fallait que je me démerde parce que je ne pouvais pas demander de l'aide à mes parents, quoi. Et t'as fait des petits jobs, des petits trucs comme ça, à côté? J'ai fait des jobs, ouais. J'avais pas le choix. Dis-nous, on aime bien les petits jobs, les petits trucs. On aime surtout les petits jobs de merde. Ouais, vraiment, mais c'était vraiment un job de merde. J'ai travaillé en boîte de nuit. Ok. Ah ouais? Okay. Parce que c'était les seuls horaires où je pouvais travailler. Tu sais, en classe prépa, ça te bouffe énormément de temps. C'est très, très difficile. En boîte de nuit, alors qu'après, tu dois être OP pour être... oui, je commençais. J'avais mes cols. Des fois, l'école de philo, ça terminait à 21h, 22h. À 23h, j'étais en boîte de nuit en tenue pour travailler. Je terminais à 6h du matin. C'était quoi? J'étais barmaid. Videur? Ah non. J'étais barmaid. Et oui, à 9h du matin, il y avait cours, quoi. Et du coup, j'arrivais... Mais ça, tu tiens pas, ça. Tu tiens quelques mois et tu... il fallait tenir. J'avais pas le choix. Il fallait tenir. Je dormais... Déjà, qu'en moyenne, en prépa, les étudiants dormaient très peu. Mais moi, j'étais bien en dessous. Mais j'ai tenu. Et puis, j'ai eu un grave accident pendant la première année de prépa qui a fait que j'ai dû subitement arrêter les études. Donc, en gros, je revenais des vacances de Noël et je me suis fait agresser. Ok. J'ai failli en mourir. J'ai été balancée d'un pont par mon agresseur. Donc, c'était le pont qui était juste à côté du Parlement européen, pas très loin de la cité universitaire. Mais la cité universitaire, elle était déjà très, très à part, quoi. Okay. Très, très excentrée. Donc, c'était vide, c'était glauque, c'était sombre. Et suite à ça, c'est un 4 janvier 2008. Je venais de fêter mes 19 ans. Et suite à ça, je me suis réveillée en hypothermie sur un lit d'hôpital. Et c'était un blanc. J'ai perdu la mémoire. Donc, choc post-traumatique. Et suite à ça, j'ai dû... les études, c'était mort.
Les études, c'était mort. J'étais plus capable d'ouvrir un bouquin. De rester concentré ou j'étais plus capable de résoudre une équation à une inconnue. Genre, ok. Quand tu dis j'ai perdu la mémoire, c'est vraiment t'as vraiment perdu la mémoire. Pas seulement l'agression et le choc, mais vraiment plein d'autres choses, quoi. Alors de l'agression, je me rappelle pas du tout. J'ai déposé une plainte, mais qui n'a jamais abouti puisque je n'étais pas capable de donner le moindre détail. Le plus choquant, c'était quand ma famille était venue me voir à l'hôpital, je ne me rappelais de personne. Ah ok. Donc vraiment de l'amnésie totale, quoi. L'amnésie totale. Je sais plus. Ça a mis combien de temps pour revenir ? J'ai mis... Alors j'ai des flashs d'enfance qui sont revenus au bout de 6 mois. Et même aujourd'hui, je n'ai pas totalement recouvré la mémoire de ce qui s'est passé avant. D'accord, ok. Ouais. Les études vont s'arrêter. Comment ça va se passer à cette période J'imagine qu'il n'est pas la plus facile de ta vie. Non, c'était compliqué parce que j'étais devenue un fardeau, en fait. J'étais devenue comme un légume. J'avais plus d'émotions. Je voyais mes parents, mes frères et sœurs qui pleuraient autour de moi. Ça ne me faisait rien puisque je ne savais pas qui ils étaient. Tu vois. Et l'hôpital m'a laissé partir, retourner dans ma famille, puisque ils ont estimé que c'était le temps qui allait guérir ça, que j'étais encore trop choquée, trop traumatisée. Et du coup, je suis repartie dans la famille. Le lycée où j'étudiais, où j'avais classe prépa, forcément, ils n'ont pas voulu que je continue, ce qui est normal. Et du coup, c'était un effondrement. C'était un effondrement pour moi, pour mes parents, pour toute ma famille, puisque la voie qui m'était toute tracée, y a tout qui s'effondre. Il n'y avait plus rien. Du coup, je suis retournée dans ma famille et toute la journée, je faisais rien. J'essayais d'ouvrir des bouquins de maths de CP, tu vois. Compter les billes, tu sais, à l'époque, les bouliers. Ouais, voilà. Donc, ça allait encore, mais j'ai tout repris, tout le programme du CP jusqu'au collège. Mais ça veut dire que tu t'es quand même, tu t'es pas laissé abattre et que tu as voulu reprendre un peu les rênes et... Ça a mis 3-4 mois. Ça a mis 3-4 mois avant que je me dise, putain, je suis un fardeau pour tout le monde autour de moi, je vois tout le monde triste et j'arrive pas à franchir le cap, quoi. Donc à un moment donné, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois utile. Donc j'ai compris qu'ils voulaient que je continue les études. Du coup, je vais tout reprendre depuis le début, depuis le CP jusqu'en 3e. J'y arrivais pas. Je voyais une formule de maths, mon cœur il commençait à palpiter. J'étais comme ça et aujourd'hui encore. Et du coup, par défaut, je me dis, je vais faire les langues. Les langues, ça, je peux faire. Si je m'y mets vraiment sérieusement, si je travaille dur, je peux arriver dans les langues. Et du coup, je me suis réinscrite à l'université à faire une licence. En LEA ? En LEA. J'ai passé la première année, puis la deuxième année, c'est toujours pareil. En fait, je ne sais pas où j'allais. Je continuais les études pour faire plaisir à mes parents et je sais que c'est ce qu'ils auraient voulu que je fasse. Mais j'étais pas heureuse, quoi. Donc, je continuais. Et là, derrière moi, il y avait les 3 petits frères et sœurs qui allaient entamer leurs études. Et donc là, je me dis, bon, stop, arrête tout. Ils ont besoin d'aide financière, ils ont besoin de soutien, va travailler. Et c'est là que j'ai commencé à bosser dans la restauration. J'ai laissé tomber les études. Je me dis, c'est pas fait pour moi, je suis pas heureuse dedans de toute façon. Autant que je serve aux autres. Et j'ai commencé à travailler dans la restauration. Et t'as réussi à t'épanouir un petit peu dans la restauration quand même ? Ouais. Ouais, j'ai trouvé vraiment une voie qui commençait qui me plaisait. Je savais pas si j'allais faire ça toute ma vie ou pas, mais en tout cas, ça me plaisait, ça m'aidait à m'ouvrir, à parler aux gens, à reprendre confiance en moi. Et le fait de réussir quelque chose, même un service, tu vois, ça a été une libération, quoi. Ça a été une libération. Ça te donne la confiance et ça te permet d'avancer et de voir que la famille est soutenue, la famille est heureuse derrière et que les petits y réussissent. Je vis cette réussite à travers eux, en fait. Et donc, c'est parti de là. Après, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à un petit peu gamberger, à te dire, je vais peut-être ouvrir mon business. C'est arrivé au bout de combien de temps Alors, je me suis pas dit tout de suite que j'allais ouvrir mon business, mais avec le temps, j'ai développé des compétences en restauration et je me suis dit, pourquoi travailler pour un patron
enrichir un patron et pourquoi ne pas le faire pour moi, en fait. Donc, je pense que malgré l'accident, malgré la perte de mémoire et tout ça, j'ai pas perdu le caractère fort et ambitieux que j'avais, tu vois. Et donc, je me suis mis comme plan d'ouvrir mon propre business. Sauf qu'à l'époque, j'avais rien. J'avais pas d'économie. Tout mon salaire partait pour mes frères et sœurs et tout ça. Et j'ai quand même tenté. J'ai fait mon petit business plan. J'ai passé des nuits et tout ça. Donc, je suis allée voir le banquier et tout ça. Et humiliation totale. Hein. Il m'a dit, c'est mort, laisse tomber. Il a même pas ouvert. Mais non. Ah, merci, madame. T'as pas une thune. Ce sera pas pour tout de suite. Et du coup, j'ai continué à travailler, je continue à mettre de côté. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au poker aussi. Je sortais avec un croupier à l'époque qui m'a mis dedans. Et je me dis, ouais, ok, là, je peux me faire de l'argent. Tu vois. Là, je peux économiser plus vite qu'avec un simple salaire. Et en plus, jouer avec un vrai objectif derrière, parce que là, tu savais que tu avais un objectif au bout. C'est hyper motivant et ça booste, quoi. Ouais. Le poker, quand tu le découvres, parce que pour le coup, c'est pas en lien avec la mentalité que tu as eu avec tes parents, par exemple, ce genre de choses. Est-ce que tu es piqué tout de suite? Est-ce que c'est un truc qui te fait peur? Est-ce que tu vois tout de suite que ça va être un moyen? Comment ça se passe? J'ai été piquée par le jeu, j'avais envie de jouer, mais jouer pour jouer. Pas jouer dans le sens travailler le jeu, try hard et tout ça, tu vois, mais jouer pour jouer. Ça viendra plus tard, ça. Voilà, ça viendra plus tard. Et je voyais que je gagnais. J'étais nulle, hein. Avec le recul, je sais que j'étais très nulle à l'époque, mais début, je voyais on passe tous par là. Hein. Et si les autres sont plus nuls que toi, Ouais, ça marche. Hein. C'est un peu ça. Non, j'ai dû run extrêmement good, mais je me croyais trop fort, en fait, tu vois. Je me dis, je me croyais trop fort, j'allais continuer là-dedans et tout. Et forcément, ça a marché au début. Et puis après, je commençais à perdre. Et là, j'ai des joueurs qui m'ont dit, travaille ton jeu. Travaille ton jeu, c'est un truc qui se travaille, c'est pas qu'un jeu de chance. Si tu travailles dedans, tu as du potentiel, tu peux vraiment faire quelque chose gagner un salaire par mois. Gagner un vrai complément de revenus. On est en quelle année à peu près là? On est en 2014. Ok. Ouais, donc on n'est pas encore dans l'ère à fond des solvers et tout ça, quoi. On est avant ça. Okay. Non. Avant de continuer, j'ai envie de savoir, Marion, un petit peu, toi, pareil, comment tu fais la bascule de psy à découverte du poker et à joueuse pro, quoi. Moi, en parallèle de la psycho, en fait, dès mes 18 ans, je joue au poker. Ah ouais, tu joues depuis... Ok. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 31 ans. Ok, donc ça commence à faire un bail que tu joues, quoi. Ouais, mais de manière récréative à côté. Mais j'étais piquée également. Enfin, c'était vraiment... dès que j'avais du temps, je jouais au poker. Je l'assumais pas trop au début, auprès de ma famille, de mes amis même. Tu jouais déjà à d'autres jeux avant, où tu étais plutôt joué, je sais pas, des jeux vidéo, des jeux de société, des trucs comme ça, ou pas du tout? J'ai beaucoup joué à Magic. Je sais pas si vous connaissez le jeu de cartes. Bien sûr. Marion, à fond. Tu sais qu'il y a un des anciens animateurs des premiers animateurs de la radio qui est une des légendes qui fait partie du Hall of Fame de Magic. Yellow Hat. Qui s'appelle Yellow Hat. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, Gabriel Nassif qu'on embrasse. Voilà, il y avait ce jeu-là, mais sinon, non, j'ai préféré ne pas aller dans les jeux vidéo parce que je pense que j'aurais pu m'y perdre. Okay. Donc non, que le poker. Très vite, c'était le poker. Et en ligne ou en live? En ligne, que en ligne. Okay. Au début, c'est ça. Et c'est que quelques années après que j'ai pu faire un peu de live. Et j'ai adoré. Et donc, du coup, j'avais toujours ça en coin de tête de peut-être un jour... Ah ouais, c'était quand même une possibilité. Il y avait des stars à ce moment-là, on le voyait, on imaginait la possibilité de devenir pro. Je ne pensais pas que ça pourrait vraiment se concrétiser, mais c'est vrai que je l'avais en rêve en tête, quoi. Et du coup, j'ai fait mes études, je continuais, et après, j'ai pratiqué. Et en pratiquant la psycho, c'est par métier simple. Faut savoir que j'ai pratiqué pendant 3 ans à Mayotte, sur un territoire très difficile. Ouais. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de délinquance. Enfin, c'était assez lourd dans tout ce contexte. Et il y avait toujours le poker en parallèle qui était un peu aussi une source pour moi pour évacuer. Pour t'évader. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais, à un moment donné, arrêter la psycho pour au moins tester. Et c'est ce que j'ai fait, quoi.
Quand tu fais le switch comme ça, de te dire bon, j'arrête mon métier, je pars dans le poker, est-ce que ça fait déjà un moment que tu gagnes avec le poker? Est-ce que c'est, je sais pas, tu dis par exemple, bon, moi je tente pendant un an, je vois ce qui se passe. C'était quoi un peu ton état d'esprit, ton plan à ce moment-là? Alors, j'ai toujours gagné au poker, donc je gagnais un petit peu chaque année. Donc, j'avais une petite bankroll, mais j'étais frustrée de ne pas pouvoir avoir assez de temps pour jouer. Et du coup, en gros, il y a eu un changement dans ma situation professionnelle. Je suis partie de Mayotte en revenant en métropole, donc j'avais plus de travail. Donc j'ai eu un peu le chômage. Et du coup, après le chômage, pendant le chômage, j'ai pas fait ce projet-là tout de suite. J'ai beaucoup voyagé. Et je me suis dit, après, je voyage et après, je me lance à 100%. Et du coup, c'était en 2024. Je suis partie avec une bankroll de 500 €. Je me souviens, novembre 2024. Donc c'est assez récent, quoi. Il y a 2 ans. Ouais, ça fait même pas 2 ans que je suis joueuse pro. Et je me suis dit, c'est bon, je m'y mets à fond et je vais en vivre. À ce moment-là, tu as un entourage poker, des potes, des copines, tu as un petit groupe de travail ou vraiment tu pars un peu toute seule? Ouais, à ce moment-là, j'ai un groupe de travail, j'ai même pris du coaching. Avec qui, on peut le dire ou pas? Oui, avec Madarsion, il est joueur live et influenceur aujourd'hui. Et du coup, j'avais monté une petite bankroll. Mais j'avais pas encore le niveau technique que j'ai aujourd'hui. Forcément, l'entourage n'était pas le même non plus. Mais je me suis formée. Vraiment, je me suis dit, je m'en suis rendu compte que mon niveau, il n'était pas encore suffisant pour pouvoir en vivre sur le long terme, quoi, parce que c'est compliqué. Donc, je m'y suis mise à fond, quoi. C'était formation. Tu te rappelles, quand tu l'annonces, un peu le fait que tu vas mettre de côté ton activité de psy et que tu vas devenir joueuse pro, ce qui est quand même dans... c'est nous, on a l'habitude finalement de recevoir des gens de divers horizons qui annoncent qu'ils changent de carrière pour devenir pro, mais c'est toujours, j'imagine, pour l'entourage, une espèce de choc, ou en tout cas, c'est peu conventionnel, quoi. Je pense qu'on ne me prenait pas forcément au sérieux. On pensait que ça allait être une petite lubie. Elle a touché le chômage, elle ne sait pas trop dans quoi elle veut se remettre en psycho, donc on la laisse faire. Puis ils ont vu que non, ça fait pas longtemps, mais que en tout cas j'y vais à fond et que je lâcherai rien, quoi. Donc en plus, quand on connaît pas le poker, on pense que c'est jeu de casino et qu'on peut pas en vivre, quoi. Donc et justement, comment tu l'expliques ça pour un petit peu changer l'image du jeu à ton entourage, parce que c'est vrai que tu le dis, c'est l'image que les gens ont et c'est normal en plus. Mais est-ce que tu t'expliques un petit peu le milieu, t'expliques comment tu travailles, tout ça, ou finalement tu te dis je vais juste leur montrer plus tard? Il y a un peu de ça, forcément, on a envie de prouver, donc c'est sur le long terme qu'ils le verront, je pense. Mais moi, je compare ça à un sport. J'essaie vraiment de leur dire c'est une discipline. Moi, ça cadre ma vie, en fait. On se lève poker, on se discipline à travailler. Comme un joueur, comme un sportif pro, quoi. Comme un sportif. Et du coup, je compare vraiment ça à cette discipline où, dans la tête des personnes qui connaissent pas trop, ils se rendent compte que oui, c'est une vraie discipline, quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'amener pour... Après, on est aussi dans une culture, finalement, c'est le résultat. Malheureusement, c'est le résultat qui paye. Et est-ce que tu as pu avoir des résultats, ou en tout cas, est-ce que tu es en attente de résultats pour pouvoir un peu prouver? En tout cas, on a compris que tu n'as pas besoin de te le prouver à toi, évidemment. Mais souvent, on a besoin un petit peu d'avoir la reconnaissance de... Oui, totalement. À un moment, quand je faisais un petit peu de live, je n'ai pas eu beaucoup de résultats en live. Et il y avait cette frustration parce que souvent, c'est dans le live qu'on montre les trophées, la reconnaissance, elle passe par ce biais. Et moi, j'avais rien de ce côté-là. Et du coup, c'était que online, donc ça se voyait pas trop. Donc à un moment, je me suis dit, il faut que j'ai des résultats en live. Mais j'ai réussi à me contrôler. Et c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que je voulais pas me broke. Donc je me suis dit, non, faut être patient. Et le live, ce sera pour plus tard. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et donc forcément un peu frustrant quand on voit des joueurs qui réussissent, qui montent facilement en bankroll, qui y retournent. Donc j'avais cette frustration de ne pas pouvoir vraiment jouer comme je le voulais en live. Mais je savais que ça viendrait plus tard et que voilà, tant pis, j'ai rien à prouver, je connais mon niveau. Ouais, puis après quand tu es dans le milieu, quand tu crées un petit peu plus ton entourage poker, tu te rends compte que le live des fois c'est un petit peu des paillettes aussi. Évidemment, il y a des mecs très forts au milieu, il y a des très bonnes joueuses, etc. Mais
n'importe qui peut gagner n'importe quel tournoi au final. On le voit sur quasiment tous les events. Regarde Julien Mariani, il a failli gagner. Il a failli gagner, comme quoi un tournoi peut gagner. C'est pas n'importe qui. Je dis ça, je l'embrasse parce qu'il est dans le chat. On fait gros bisous à tous les Français aussi, Samy, Titi qui était petite dédicace à Félix aussi, ça fait kiffer. C'est vrai que. Mais Julien qui a failli dire que Paris c'était une belle ville, on était à ça. Tu vois à quel point il aime pas Paris. À quel point il aime pas Paris. Je crois qu'il a fait exprès. Il a dit. C'est intéressant. Tu parles de la. Tu vois, l'envie qu'on a de voir, enfin c'est pareil pour tous les deux, mais de l'envie qu'on voit les autres réussir. C'est difficile dans ce milieu de pas se comparer, alors que vraiment c'est la solution. Il faut pas se comparer aux autres, mais de voir certains réussir avec, des fois, pas la, comment dire, c'est pas juste. Tu vois, genre te dire, en fait, lui, ça fait pas longtemps, il est moins bon, tu vois. Comment on fait pour pas se comparer en permanence, ou en tout cas que ça nous impacte pas trop? Moi, je pense que c'est comme tu l'as dit, l'entourage. Je me suis entourée de bons joueurs de poker. J'ai rencontré mon copain qui est joueur pro. Et d'ailleurs, c'est marrant, toutes les deux, vous avez rencontré. Toi, il t'a mis à une bébé. On en parle là. Et toi, tu l'as rencontré aussi à une table de poker. Ouais, à Marrakech, exactement. Et je pense que quand on s'entoure et qu'on travaille vraiment son mental, sa technique, on comprend que la comparaison, c'est quelque chose qui va nous porter préjudice, quoi, et que ce qui importe, c'est nous-mêmes, notre progression. Genre, quand je fais une session de poker, je me dis pas je veux gagner ce tournoi, je veux gagner cet argent, je veux jouer mon A-game et jouer au mieux. Et puis si je perds, tant pis, quoi. Tant que j'aime bien jouer, c'est ce qui m'importe, quoi. Et du coup, ça, fallait le travailler, quoi. Ça a mis un peu de temps, mais forcément, ça s'est fait, quoi. Toi, Jade? Oui, en fait, moi, je me suis dit tout simplement que pour réussir au poker, pour gagner et pour perdurer sur le long terme, c'est déjà tellement difficile. Ça demande déjà tellement de travail et tellement de temps. Et si tu commences à t'ajouter des comparaisons qui t'amènent de la frustration et qui te pompent en plus beaucoup plus ton énergie qu'il n'en faut, ça va pas le faire, quoi. Donc, reste juste sur ta voie, crois ton process, sois discipliné. La motivation, c'est bien, mais c'est la discipline qui fait tenir sur la durée. Donc, moi, je suis très sur la discipline. Et si tu fais bien les choses, les résultats arriveront en temps et en heure. Voilà. Donc, ça sert à rien de se comparer aux autres. La variance joue une part énorme aussi. Comme tu dis, c'est pas forcément les meilleurs qui remportent des tournois, et ça, on le voit tous les jours. Pas rentrer dans la comparaison ça nous pompe de l'énergie pour rien, quoi. Alors, justement, on parle un peu de réussite et d'objectifs. Il y a toujours plusieurs visions de ça. C'est quoi un petit peu pour vous, justement, la réussite au poker et un peu vos objectifs aussi alors, peut-être les objectifs à ce moment-là, quand vous n'êtes pas les objectifs de maintenant, on en parlera ça plus tard. Mais c'était quoi un petit peu votre vision de, la réussite au poker, c'est ça? La régularité. Pour moi, c'est clairement l'indice qui montre si tu es un joueur gagnant ou pas. C'est sur la durée, c'est sur la régularité. Et là, je parle sur de longues années. Si tu es là dans 5 ans encore, voilà. c'est que tu as déjà réussi une partie de ta carrière, quoi. Toi, Marion, c'est quoi un peu ta vision là-dessus? Je suis plutôt d'accord, c'est de ne pas lâcher la régularité et puis de toujours se remettre en question, retravailler, d'avoir des points de focus sur où on en est pour évoluer, pour continuer à trouver des solutions quand il y a des obstacles. Et on en a, quoi, forcément, la bankroll, les hauts, les bas, ce genre de choses. Oui, et surtout que une carrière de joueur de poker, on sait que c'est des émotions en dents de scie et des performances en dents de scie aussi. Perdre, ça fait partie du quotidien du joueur de poker. Il faut apprendre à perdre et il faut apprendre à se détacher de ça. Ça, c'est aussi une force. C'est très difficile, surtout quand on commence. Ouais, mais je pense que c'est l'expérience qui fait qu'on accepte. Je suis passée par des phases où j'ai perdu beaucoup et c'était dur. Mentalement, c'était vraiment horrible. J'étais bien entourée aussi, j'ai pu avoir l'expérience d'autres personnes qui sont passées par là, donc je me suis dit ça remonte à un moment, faut prendre confiance. Et aujourd'hui, franchement, ça m'impacte plus beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui me disent mais comment tu fais là, ça fait 8 sessions que je fais que perdre. Tant que mon jeu, je suis ok, tant que mentalement je sais que ça va à peu près, je l'accepte beaucoup plus, quoi. Je sais que ça va revenir, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Jade, on va parler sur un événement marquant de ta carrière de joueuse de poker. Donc, je crois que tu t'es mis au cash game, c'est ça? Tu as commencé par le cash game. Et il va arriver ce moment pour lequel tu avais été reçu à Club Poker Radio il y a 6 ans. Tu vas, en étant descendu à une bébé,
décrocher ton ticket pour le PSPC, en plus d'un beau chèque de 45 000. Donc tu gagnes un tournoi, tu gagnes 45 000 euros et tu décroches le Platinum Pass. Bon, déjà, tu tombes à une bébé et c'est ton chéri actuel qui te fait descendre à une bébé, c'est ça? Alors déjà, ce tournoi, je comptais même pas le faire, pour te dire. C'était où, rappelle-nous? C'était au club Clichy-Montmartre. Ok. Club Montmartre à l'époque, oui. C'était en décembre 2019, donc moi j'avais déjà mon restaurant à ce moment-là à Paris 8e. Et le tournoi, je me rappelle, il démarrait à 20h. Et moi, à 18h, j'étais en train de faire la sieste encore dans mon restaurant, quoi. J'étais en coupure, je me dis j'allais ouvrir le soir et j'allais bosser. Et là, il y a un pote qui m'a chauffé, il m'a dit viens. Et je demandais à mon chéri, je lui ai dit il y a moyen, il me dit oui. Et du coup, j'y vais. Pas dur à convaincre quand même. Non, pas dur à convaincre. Bon, c'était un quartier où le soir, ça marchait pas très très bien. Donc, je pouvais me permettre de m'absenter. Et donc, j'y vais sans préparation, un peu à l'arrache. C'était un 330 €. Et c'est beau quand même, un 330 balles où il y a 45 000. C'est... Plus un package à 30. Plus un paquet à 30, ouais. C'est ça. C'était que à Paris à l'époque où ce Roto PSPC là, il était à 330. Ils ont fait ça sur d'autres étapes, c'était un petit peu moins cher, je crois que c'était 150 ou 200. Ok. Et donc finalement, je l'ai fait et je savais même pas qu'il y avait un Platinum Pass à gagner. Je ne savais pas ce qu'il y avait à gagner du tout. Toi, tu voulais jouer, toi? Je voulais juste jouer, voilà. Comme une piquée, je voulais juste jouer. Donnez-moi mes cartes. Voilà. Et donc, j'y vais, je passe le Day 2 avec à peu près 24 ou 25 blindes. Attends, du coup, tu dois reposer une journée pour pas bosser? Ouais. Ok. Mais bon, là, en fait, à cette époque-là, ça va parce qu'on était en plein dans la grève des transports. Du coup, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. D'accord. Ça va après, le Covid va arriver juste quelques mois après. Vraiment, c'est une belle période. Faut qu'on en parle de cette histoire de restaurant parce que il y a rien qui allait, il y a rien. Et donc je passe au Day 2. Day 2, je me qualifie avec 25 blindes. Et vient un coup où je dégringue et je me mets à Open Shop As Valley UTG payé par Franck Yo en late position avec As Dame. Je le couvrais d'une blinde, donc j'ai perdu ce coup et je me retrouvais blind out la main suivante en grosse blinde. Et je crois que j'ai doublé, puis j'ai split un coup, et puis j'ai remonté jusqu'à 18 blindes comme ça, et puis c'est parti, quoi. Jusqu'à la victoire. Attends, Franck, c'est ton mec actuel? Ouais. Donc c'est lui qui te fait descendre à une blinde. Désolé. Désolé. Vous êtes ensemble à ce moment-là déjà? On n'était pas encore ensemble à ce moment-là, mais ça nous a rapprochés. On se connaissait en tant qu'adversaire aux tables de cash game, et on n'était pas encore ensemble à ce moment-là. Cette histoire, ça nous a rapprochés. Il termine combienième du tournoi, lui? Je sais plus. Ouais, ça, si tu t'en souviens pas, ça doit pas être ouf. Il n'y a pas eu 10 points en commun. C'est ta plus grosse perf, 45 000 €. Ça change pas une vie, mais par contre, ça met sacrément du beurre dans les épinards. Ça change quoi dans ta vie? À ce moment-là, c'est que j'en avais vraiment besoin en plus pour redresser mon restaurant. La première année, quand tu ouvres un commerce, c'est super compliqué. Tu finis souvent en perte. Et donc, en plus qu'il y a eu les gilets jaunes qui sont passés par là, j'ai eu le restaurant qui a été saccagé pendant les manifestations. Et du coup, il fallait investir de l'argent encore. Et du coup, ce petit chèque, il tombait vraiment au bon moment. J'en avais besoin. Et au Day 2, c'est là que j'ai appris qu'il y avait un Platinum Pass à la gagne. Je ne savais pas ce que c'était. Ah, mais tu le sais quand même avant l'ATF, quand même. Ok. Voilà. Je crois même c'est au Day 3 que j'ai cherché sur Internet. C'est quoi Platinum Pass, il me semble. Et je me dis, ah ouais, pas mal. Bon. Mais moi, je visais que les 45K. C'est ça dont j'avais besoin à cette époque-là, c'était l'argent. Ouais, tu as un ticket à 25 000, tu ne vais pas pouvoir le mettre dans mon restaurant. Voilà. Donc voilà, j'ai pu faire un peu perdurer mon restaurant à ce moment-là, avant que n'arrive le Covid. Et là, le Covid, ça a été le coup d'arrêt complet. Ouais. Le Covid, ça a été le coup d'arrêt, le confinement. La période du confinement, c'était pas la plus compliquée. Tu faisais de la vente à emporter ou livraison, pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les employés refusaient de travailler. Donc, je ne pouvais pas les forcer, pandémie et tout ça. Mais le confinement, ce n'était pas la période la plus compliquée à gérer puisqu'on avait des aides de l'État qui nous permettaient le chômage partiel, tout ça, ouais. Voilà, les reports de charges sociales et tout ça. Donc, ça nous permettait quand même de faire face à nos charges fixes.
Donc, ce qu'on perdait pendant le confinement, c'était le manque à gagner, en gros. Ouais. Et c'est le post-confinement qui a été très, très compliqué à gérer. On a pu rouvrir, mais on a perdu 50% de notre capacité d'accueil avec toutes ces mesures de masques et de distanciation. Le télétravail était très présent. Il n'y avait plus de tourisme. J'avais 5 hôtels de luxe dans la rue. Ils affichaient 15-20% de remplissage, tu vois. Donc, ça, c'est la période la plus compliquée à gérer. Pendant le confinement, tu as joué beaucoup ou pas, finalement pas beaucoup? Online. Ouais, tu joues online un petit peu. Et avant ça, tu jouais pas trop online, tu as toujours été très live. Quoi. Ouais. Autant en live, je peux être très très patiente, mais online, j'ai du mal. J'ai pas toute cette émulation autour de moi, tous ces paramètres, tout ce côté social autour de moi, donc j'ai du mal à rester concentrée et à prendre du plaisir. Marion, c'est quoi ton plus gros one time à toi pour l'instant? En live ou partout? En live, il y a eu Marrakech, l'UDSO. J'ai fait 1500, je crois. T'as fait 1500? Non, j'ai pris 1500. Ok. En partant de 1 euro, je m'étais qualifiée avec un ticket pour pas détruire ma bankroll. Et online, je crois que j'avais fait le high roller. J'avais pris 2500, je pense. Pour l'instant, pas encore. T'as pas eu encore de gros one time. Non, sur Winamax, ça n'arrivera jamais. Faut pas dire ça. Regarde la psychologue qui d'un coup, elle croit à la malchance. Non, bien sûr que non. Après, c'est des gros fils. Est-ce que t'as déjà des gros fils? Il faut débrancher ta box et la rebrancher 3 fois. Ah ouais? Je l'ai pas fait. Pour que la flush rentre. Pour que la flush rentre. Bah, je vais faire ça ce soir. Ouais, bah oui. Tu verras. En plus, tu t'es assis dans les fauteuils. Non, bah alors là, c'est. Vraiment, c'est bon. Alors, regarde, Jade s'est assise directement. Qu'est-ce qu'elle fait? Le PSPC et ITM. En fait, tu te rends compte, ce tournoi à 330 balles, en fait, il vaut 80 000. C'est ça. Ouais, parce que l'ITM, c'est pas le plus petit, quoi. C'est 35 000 $. C'est 35 000 $. Et je crois, et tu tiens, là, tu es en mode survie à la bulle. Je suis en mode, je fold et ni tout. En plus, j'ai passé la bulle très, très short stack, quoi. J'ai espéré que dans l'orbite, ça sautait parce que j'allais pas tenir très longtemps. Je crois que j'ai passé la bulle avec 4 blindes. Ouais. Tu regardes tes cartes ou tu les regardes pas? Non, je regarde pas. Est-ce que c'est comme au main event, tu sais, il y a cette espèce d'esprit de la bulle où ta table, c'est un peu ta famille et les gens n'ont pas envie de tu sais, que tu bustes ou des trucs comme ça? Non, parce que j'avais par exemple un certain Thomas Echen, que je salue, qui s'est ennuyé à la bulle parce qu'il avait un gros stack. Et il voulait pas qu'on stall, tu vois. Lui, les gros stacks à la... Ouais, exactement. Mais je crois que quand il a compris que j'étais française, il s'est dit, bon, vas-y. Ah, il est sympa, Thomas. Il a fait quoi? Il a fait 3e? 2e? 3e de ce tournoi? Non, il fait 6-7, je crois. Ouais, il fait 6. Okay. Bon, il sait qu'il était allé loin. Ça va, ça reste un gros chécos. Je crois qu'il a bullé la TF. Il a fait TF? Je me rappelle de son spot avec Top Pair au Roi, là, quand il check raise, mais après, je me rappelle plus. Il fait 6. Bon, donc il fait 6, il fait TF alors, hein, du coup. 6, parce que je me rappelle, il boucle son challenge. 0 to 15 milliards. Ouais, c'est ça. Voilà. 50 to. Je crois que c'est 50. To 1 million. Je sais pas, on compte même plus. Incroyable. Il vient de se lancer un truc de 10 centimes à 4 milliards. Ouais, donc ça, là, quand tu termines ce PSPC, ça se passe comment? Genre pareil, un chèque de. Alors c'est 35 000 $? 35 000 $. Ouais. Et du coup, on revient en France et on attaque sur l'EPT Paris tout de suite. Ouais, il n'y a pas... Direct. Okay. Je te dis, je suis piquée. Si je pouvais faire ma valise toute l'année et partir et jouer toute l'année, c'est ce que je ferais. Et du coup, là, tu prends le PT avec cette bankroll-là, parce que c'est short pour une bankroll pour le PT. C'est short. Donc c'est un kiff, short, quoi. Mais non, je l'ai pas fait le PT, hein. J'ai joué les petits sides. Ah, ok. À l'époque, quand les buy-in étaient moins chers qu'aujourd'hui. C'était à 1000, du coup. Ouais, voilà, les petites cups, les petits openers, les petits sides et tout. Le FPS, à la limite, à 1-1, mais c'était le maximum, quand j'allais pas au-dessus. Ok. Quand est-ce que vous vous êtes intéressé à cette Queen Squad, parce qu'on va commencer à en parler? Vous avez suivi la saison 1 avec attention ou pas? Oui. Ouais, et alors, est-ce que genre, dès la saison 1, vous vous êtes dit c'est pour moi, je veux faire ça? Moi, la saison 1, j'avais commencé à postuler. C'est quoi commencer à postuler? En fait, j'ai renvoyé un message à Cécile. Et et elle m'a dit il faut envoyer une vidéo. Flemme.
Non, c'est pas flemme, mais j'étais pas prête. Je voulais être pro à ce moment-là et je le sentais pas. Donc je me suis dit plutôt l'année prochaine, on verra. Donc j'ai pas postulé véritablement. Mais t'as surveillé l'aventure et tout, t'as tout regardé quoi. Et j'avais été à Vegas, j'avais vu les filles à Vegas aussi. Donc t'étais allée à Vegas? Ouais, j'avais fait un petit Vegas. Et... Non, j'ai suivi. T'avais des copines l'année dernière qui ont postulé ou tu connaissais pas les filles de la saison 1? Non, je connaissais pas les filles qui ont postulé. Non. Ok. Non. Et vous avez suivi leur saison? Parce qu'il y a eu une belle saison. Alors notamment, il y a Coralie qui fait une saison, je crois, assez folle. Elle est en tête de tous les événements. Voilà. Vous avez suivi leur épopée toute l'année? Ouais. Ouais. J'aurais voulu postuler la première année, mais c'est que mentalement, j'étais pas prête. C'était le moment où je commençais à saturer vraiment du cash game et mentalement, je n'étais pas assez bien pour le faire. Mais oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les filles sur la première année et vraiment, ça donnait très, très envie. Ouais. Au-delà des performances poker qu'elles ont pu montrer, c'était surtout l'expérience humaine d'être en team comme ça. C'est rare. Les teams qui vont sur des événements en équipe en France, on n'en connaît pas beaucoup. On en connaît une. Voilà, on en connaît une. Et puis c'est tout quoi. Donc d'avoir l'opportunité de vivre toute une année comme ça dans une équipe de femmes, ce qui est assez exclusif, ce qui est unique, pas seulement en France, en Europe, mais au monde. C'était très très intéressant à suivre et ça m'a complètement donné envie de postuler pour la deuxième année. Ouais. Alors ça t'a redonné envie, ça on n'en a pas parlé justement du fait que tu avais saturé en cash game. Qu'est-ce qui a fait, nous en plus on est des joueurs de cash, qu'est-ce qui a fait que toi le cash au bout d'un moment ça t'a un peu rincé et t'as voulu passer à autre chose? En ce sens, la Queen Squad elle est venue vraiment au bon moment parce que j'en avais marre j'étais seule. Donc il y a une époque où je me dis c'est bien d'avancer seule. Parce que j'avais très mal vécu la petite période de médiatisation à l'époque 2019-2020. Voilà, j'étais pas. T'as pas aimé être devant le feu des projecteurs pendant le. Oui, j'étais pas prête. J'étais très mal à l'aise et tout ça. Ça reste des bons souvenirs, hein. C'est de bonnes expériences. Bien sûr, ça reste une bonne expérience. Mais suite à ça, disons que j'ai eu beaucoup de demandes d'ajout. De sollicitations que je trouvais pas forcément saines, tu vois, genre des demandes de coaching, des demandes de staking, et c'est des trucs que je connaissais pas à l'époque et du coup je m'en suis méfiée et je me dis allez, je continue mon poker en solo dans mon coin. Et là, quelques années après, justement, je voulais plus avancer solo. Et je me dis là, il est temps de passer un cap. Je stagne, je sens que je stagne, ça me plaît pas. Le cash game, c'est bien, mais toutes les nuits, c'est répétitif, c'est pareil, c'est les mêmes tables, c'est les mêmes joueurs, c'est très tu vas au charbon un peu, hein. Ouais. Finalement, tu vas... Ouais, c'est ça, et je prenais plus tellement de plaisir. Les vendredis soirs, j'y allais parce que pour moi, c'est une faute professionnelle de pas y aller, du coup, j'y allais. Je jouais à des limites moins chères, du coup, puisque je sais que j'allais pas jouer mon meilleur jeu. Du coup, je descends, au lieu de me poser en 5-5, je descendais en 2-4, voire en 1-2 même, j'ai aucune honte à ça. Et... ouais, j'en avais marre d'avancer en solo. J'avais envie d'un cadre, j'avais envie de vivre d'un truc qui me motive un peu plus, tu vois, de viser quelque chose de plus grand. Et donc, la Queen Squad saison 2 est venue à point. Ouais, mais là, pour le coup, c'est de la médiatisation puissance 1000, quoi. Parce que là, tu sais que il va y avoir une émission, tu vas être filmé, on va même te pousser dans tes retranchements. Enfin, et tu t'es préparé pour ça. Et toutes les deux, vous êtes préparées. Ouais. Comment? Ouais. Juste par l'envie. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai envie de partager autre chose que de vivre le poker en solo. Tu vois, la Queen Squad, c'est un message qui est adressé aux femmes dans le poker. Et je pense qu'ajouter ce sens-là à ma carrière de poker, ajouter cette vision-là, ça apporte vraiment un plus. Et c'est pour ça que je me suis préparée à tout ça. Je sais ce que les conséquences d'entrer dans une team. Et je m'étais complètement préparée. Aujourd'hui, contrairement à quelques années, j'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je suis complètement alignée avec les réseaux sociaux, la médiatisation et le fait de s'entourer, quoi. Et toi, Marion, comment tu t'es préparée? J'avoue que le côté médiatique, c'est pas mon fort, la communication. Donc, c'est un peu ce que je redoutais. C'était pas tant le poker. Donc, du coup, je me suis dit j'allais mettre toutes mes chances sur le côté poker et essayer d'être moi-même, quoi, de rester totalement moi-même. Et si ça plaît pas, tant pis. Mais j'espérais fortement que ça plaise.
Et voilà. Mais du coup, c'est... Et vous n'êtes pas un peu inspiré de... Comme on peut regarder, on regarde la saison 1, on voit ce qui marche pas, les petites erreurs à éviter Non, pas spécialement. Ce que j'ai vu de la saison 1, c'est qu'en effet, le but de cette émission, c'était aussi de devenir comme on est et surtout ne pas jouer un rôle. Et ça, on nous l'a répété à plusieurs reprises, ils veulent des combattantes, mais des combattantes qui sont honnêtes avec elles-mêmes, quoi. Donc c'était le but, et je pense que ça ressort bien, même dans la saison 1, finalement, le profil sincère des joueuses, quoi. Ça dure combien de temps, les sélections ? Ça dure 4 jours. Ça dure et 4 jours, ça soude déjà des amitiés, le fait d'être en vase clos comme ça, vous êtes déjà créé des affinités avec certaines plus ou moins fortes. 4 jours, ça paraît peu, mais c'est 4 jours tellement intenses. On n'arrête pas. Il y a le cours de communication, le sport 3 ou 4 fois, je crois, tous les jours. À 6h du matin. À 6h du matin ou à 21h le soir sous la pluie. 6h du matin, c'est pas trop l'heure du réveil des joueurs de MTT, normalement. Ouais, voilà. En général, t'es bien à 6h du matin. Si t'es TF. Si t'es encore debout, c'est bon signe. Ouais. C'est ça. Non, du coup, forcément, avec la fatigue, avec toute la pression, on est toutes là pour être sélectionnées, on crée beaucoup plus d'affinités. Et puis, mine de rien, de se retrouver dans un contexte où on a toute la même passion. On a plein de points communs dans le sens où on est des femmes, on adore le poker, on a le même objectif. Forcément, ça crée du lien. Et vous arrivez toutes d'horizons différents, et parce que j'imagine d'âge, de métier. Et puis franchement, toutes les filles, toutes les candidates, moi j'avais peur un peu que le côté compétitif, peut-être entre nanas, ça va se marcher dessus. Et en fait, pas du tout. Les filles on était toutes bienveillantes, on était toutes presque à s'entraider, à presque oublier qu'il y avait un cadre compétitif, quoi. Mais bon, le sport nous rappelait quand même que c'était intense. Est-ce que avant d'arriver, vous dites ok, je veux gagner forcément, mais si je gagne, comment va se passer mon année ? Parce qu'on part sur un projet d'1 an. Forcément, au niveau du calendrier, etc., il faut se préparer. Il va y avoir les events, plus de live, etc. Est-ce que ça, vous avez déjà un petit peu pensé à ça avant, ou finalement, c'est au moment où vous avez été choisi que là, vous êtes rentré dans le cœur du sujet ? Parce que même pour les proches, tu vois, vous êtes en couple. Bon, vos mecs jouent, donc ça aide peut-être. Mais mine de rien, ça change pas mal de choses. Ouais, moi, c'était vraiment ce que je recherchais, parce que comme je suis joueuse online, le côté un peu solitaire, de rester derrière l'écran, j'ai pas la bankroll pour faire du live, en tout cas, je veux faire attention. Donc oui, j'y avais pensé direct, c'est ce que je veux atteindre, donc j'ai envie de pouvoir aller sur le circuit live. Et moi, mon copain, il allait déjà beaucoup sur le circuit, donc je pouvais pas toujours le suivre, donc c'était plus une frustration. Donc là, au contraire, c'est quelque chose qui, forcément, était positif dans les deux sens, quoi. Alors du coup, aujourd'hui, on va continuer sur la Queen Squad. Donc 4 jours, les éliminations arrivent petit à petit, c'est ça non, c'est vraiment à la fin des 4 jours. Non, mais il y en a quand même qui sont déjà choisis tout au long des 4 jours. Il y a des... Non, toujours pas. Non. Le suspense jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier jour. Quand on commençait peut-être à envisager d'être prise, rien n'était sûr, quoi. Vous étiez combien au départ ? On était 24. Ok. On était 24, 500 postulantes, je crois, environ. 24, et à l'arrivée, 10. Moins de 10, du coup. Alors, on cite les noms. Déjà, on embrasse Sarah, la capitaine, qui devait être avec nous tout à l'heure, mais qui est à distance, et on a des petits soucis de carte son et de câble. Donc, on embrasse Sarah, qui a repostulé en tant que capitaine cette année. Donc, alors, on peut citer un peu toutes les filles ? Bah oui. On va voir qui. Alors, regarde, elle me défie. Bah oui, je les connais toutes, non, donc je vais demander à Jade. Il y a assez d'affinités pour se rappeler des prénoms de chacune, avec le temps à Namur aussi pour se découvrir. On a notre petite Claire, la Benjamine. Donc c'est celle qui fait de la chanson, c'est ça aussi ? Qui est chanteuse à côté, qui est extrêmement forte en communication, on l'aime beaucoup. Elle va vous coacher du coup, qui va driver un peu la com. Pas mal sur ce côté-là. Et elle est passionnée surtout, elle est très très passionnée au poker. Moi, c'est ce qui est ressorti d'elle sur le bootcamp pendant la finale. Malgré son jeune âge, elle est très mature, elle est très passionnée par le poker, c'est une bosseuse et elle a un vrai potentiel, cette fille. C'est la plus jeune de la team ? C'est la plus jeune. Elle a quel âge ? 22 ans. Donc, Claire. Ensuite, on a Aurélie. Ok. Qui est joueuse de cash, non, elle, c'est pas ça ? Joueuse pro de cash à la base. Ça va être la meilleure. Comment ? Le cash, c'est pour ça ? Je dis ça va être la meilleure. Ok, Aurélie.
Sandrine. On a Sandrine également. Sandrine qui aurait dû être aussi avec nous Ouais, aujourd'hui. qui n'a pas pu venir, qui est très proche, qui a bien accroché avec Jade dès la sélection. Elles se sont retrouvées toutes les deux. Ouais. Sandrine, vainqueur du plus gros DSO Paris fin de l'année dernière. Elle, c'était une évidence. Allez, on balance les autres noms comme ça. Marion, Jade, ok. Comme ça, on oublie personne. On a Je crois qu'on a cité Aurélie, Jade, Sandrine. Peggy, pardon. Comment on a pu oublier Peggy? Notre fameuse Peggy, comme un poisson dans l'eau, joueuse live depuis très longtemps et qui avait postulé. Elle avait fait la première saison, elle avait pas été sélectionnée, donc elle avait repostulé pour une deuxième saison. Et elle a brillé du début à la fin, c'était clair. Et on a dit tout le monde. Est-ce qu'on a dit tout le monde? Il y en a une qui doit être non, tu m'as oublié, non. On a notre ambassadrice qui est encore là, Anne-Sophie aussi. Anne-Sophie. Qui fait partie okay. aussi. Et puis c'est quoi c'est pas la présidente, c'est quoi Cécile? C'est la chef, c'est la quoi? C'est quoi le titre? La fondatrice. La fondatrice. La fondatrice de la Queen's The Fondator. Ok. Voilà. Cécile, pareil, vous connaissiez un petit peu son parcours qui fait partie aujourd'hui des meilleurs joueurs tout court du circuit français. Ouais, forcément, c'est une belle image d'une femme française qui a réussi, donc forcément on a envie de faire comme elle, quoi. Donc oui, bien sûr. Et puis aussi tous les coachs. Julien, on en parlait. Julien, Sacha. Sacha. On a eu Vladimir Henich aussi sur le bootcamp. Et bon. Et voilà. Et puis on a le coach sportif aussi qui nous a bien motivés le matin, qui nous a bien mis en forme aussi. Et Loïc. C'est Lucas. Et Loïc, qui est le coach en communication. C'est quoi vos meilleurs moments, votre meilleur moment pendant ces 4 jours? L'annonce des résultats. Ouais, c'est la délivrance, quoi. Ouais, en même temps, c'est le meilleur moment, mais c'est dur parce que tu sais qu'il y en a qui sont pas prises et que tu le vis aussi par procuration. Dur. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'arrive à ressentir du bonheur et en même temps du malheur à la fois. C'est l'empathie, quoi. C'est toute l'empathie. C'était horrible, quoi. Mais c'est aussi un beau moment pour soi, quoi. Égoïstement, ouais, c'était top. Puis c'était cette pression qui redescend, on doute et là on nous dit enfin, quoi. Mais j'ai mis un peu de temps, moi, avant de me rendre compte véritablement que ça y est, c'est fini, je suis prise. Et puis un petit temps de redescente, quoi. Justement, à quel moment on se met un peu au charbon, quoi? Parce que là, on est pris, mais en gros, l'aventure commence, elle dure 1 an, donc il faut quand même être au taquet le plus tôt possible. Ça met quoi, 2 jours, 3 jours, dès le lendemain? C'est compliqué parce que, alors, on avait le choix de pouvoir annoncer à nos proches si on le souhaitait qu'on était prise. J'ai préféré, pour pas qu'il y ait de fuite, de ne pas l'annoncer. C'est quoi le delta entre la diffusion et les annonces? Il y avait combien de temps? Il y a eu 1 mois et demi presque. Ah ouais. Donc faut garder le secret, quoi. Ouais. Mais t'avais la banane jusque-là. Je peux pas vous dire. J'ai réussi à mettre le doute. Non, beaucoup de gens n'étaient pas sûrs. Même ton mec? Non, lui, il était au courant. Je pouvais pas lui cacher. Il le savait. Il m'a vu. Enfin, il le savait. Je l'ai appelé directement. Il le savait. Mais ça, c'était dur, du coup, de pas pouvoir le dire. Et du coup, forcément, il y avait un entre-deux. En plus, on se retrouve pas. Donc, on retourne dans notre quotidien. Il y a pas, on l'annonce à personne. J'ai l'impression que c'était comme un rêve qui était en attente. Et c'est là, mais sans être là. Et je pense que je l'ai vraiment ressenti à l'annonce le soir même. Et on arrivait à Namur le soir même. Donc, dès le lendemain, de pouvoir jouer et d'être officiellement Queen Squad, ça y est, je mets le pied dedans et je me reconnais vraiment en tant que Queen Squad à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un petit changement à la table? Parce que là, on a un logo Team Pro. Est-ce que ça change? Dans quel sens aussi ça change? J'ai pas une grande expérience du live, mais j'ai l'impression on en avait discuté avec les filles, que moi, de mon expérience, souvent, en tant que femme, quand on arrive à table, on est un peu vu... Le cliché, c'est une serrure. Elle va pas trop barrer le bluff, donc on nous respecte beaucoup. Et je pense qu'avec le badge, c'est autre chose. En tout cas, la Namur, j'ai buzz quasiment du tournoi. C'est un 4-bet shove As-10 off, quoi, contre ma paire de rois. Bon, je pense pas que tout le monde fasse ça. Et je pense que, par exemple, ce jour-là, voulait me jouer parce que j'avais t'as un patch et que ça fait aggro, quoi. Toi, Jade, t'as senti une différence? Alors, vu que c'est le premier festival où on porte le patch,
Je ne sais pas si ça a eu vraiment des conséquences objectives. Enfin, je voudrais rester objective, tu vois. Je voudrais pas rentrer dans une paranoïa un peu. Je suis une femme, je porte un badge, je vais me faire overplay ou quelque chose comme ça. J'ai senti beaucoup d'agressivité à mon encontre, mais ça, je l'avais déjà vécu avant sur d'autres tables, mais peut-être que ça a été multiplié par 2, par 3, je sais pas. C'est vrai que j'ai vu des choses un peu bizarre quand même. Parce qu'après, je me suis bien fait rentrer dedans. C'est aussi le comprendre pour t'adapter en conséquence. Parce que ça peut devenir un edge quand t'as compris comment l'autre il te surjoue, par exemple. Ou quoi, tu vois. Ah oui, complètement. Quand t'as un spot de bluff à prendre, moi je me souviens que River, je me suis dit, je vais pas le prendre parce qu'il va me coller tous les jours. Je pense, je give up, c'est bon. Je pense qu'il faut être conscient de son image, il faut être conscient de la manière dont les gens jouent face à toi, et c'est que de l'adaptation en fait. Je voyais que, par exemple, tu vois que ça flatte trop quand tu open, et tu vas soit resserrer, soit te mettre à 3 bet light, soit te mettre voire même à 4 bet light. Enfin, c'est des adaptations à faire, et ça fait partie du joueur de poker, que tu joues même à Paris, intramuros, dans un club ou dans un autre, ça joue pas pareil. Que tu joues à Paris ou dans le sud ou à Bordeaux, ça joue pas pareil. Que tu joues dans un pays, quand tu passes d'un pays à un autre, voilà. En France, ça va pas jouer pareil qu'en Italie, ça va pas jouer pareil qu'à Vegas ou encore au Japon ou en Corée. Il y a des adaptations à faire partout et ça fait partie du live. Aujourd'hui, donc vous avez gagné la Queen Squad. Vous êtes une équipe, mais comment ça se passe concrètement? Vous êtes accompagné en permanence? Vous avez du coaching en permanence tout au long de l'année? Alors, on a des coachings en ligne, des coachings groupés avec notre coach Sacha, qu'on embrasse. C'est un super coach. Pierrot, Sacha Pierrot, voilà. Et donc, c'est bien. C'est 1 fois par semaine, 2 heures par semaine. Donc, c'est génial. Vous êtes toutes les 10? 9? 10? Vous êtes 10? 8. On est 9 si on compte notre ambassadrice. Ouais, vous êtes 9. Vous êtes toutes les 9 pour le coaching à chaque fois? Ouais, c'est ça. C'est coaching technique qui s'occupe, Sacha? C'est ça. Okay. Coaching technique. Après, il est très présent. Vous n'avez pas pris Julien Mariani pour le coaching technique. Pour l'adaptation, quoi. Il est coach Paris Sportif, par contre. Mais ils ne sont pas présents uniquement 1 fois par semaine au coaching, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles vraiment tout le temps. Si on a une HH à lui envoyer, une question à lui poser, il est très dispo. Et ça c'est génial, vraiment ils génial. sont disponibles vraiment, peu importe. Ouais. Un peu à la manière tu sais, on parle tout le temps du WhatsApp du team Winamax qui est un peu devenu une légende avec tous ces joueurs qui s'envoient des HH tout au long de l'année, quoi. Et Pierre Calamisa qui met caca au milieu aussi. C'est ça. Mais tu vois, avec Adrien Batteos qui va répondre à des mains, c'est assez génial. Donc en fait, vous en servez quand même pas mal de ce canal-là. Oui, totalement. C'est le canal qu'on utilise et on s'envoie des HH. Et vous les filles, entre vous, vous avez aussi votre... Est-ce que vous avez bien mis en place un petit peu les sessions de travail? Est-ce que pareil, je me doute, vous parlez de poker une tonne, mais est-ce que vous parlez technique entre vous? Est-ce qu'il y a un peu forcément des petits profils qui se dégagent dans le groupe? Je pense que, en tout cas, je parle pour moi, je n'ai pas encore eu assez, ça fait qu'un mois, donc on n'a pas eu encore suffisamment de temps pour échanger. C'est que dans le cadre de Discord qu'on échange les HH et c'est assez commun, donc il n'y a pas de sous-groupe pour le moment. Donc j'ai du mal à voir moi les Après, quand on parle d'une main, on en parle vraiment. Oui, on était 3 heures dans la voiture, Namur-Paris, on a discuté d'une main, pendant 3 heures. Ouais, vas-y, fais-nous la main, tu l'as ou pas? Fais-nous la main, on est curieux. C'était le spot 19 left, open cut-off, et nous on est en grosse blinde avec 11 blindes, valet 10 suit. Est-ce que c'est un flat? Est-ce que c'est un shove? Est-ce que c'est une défense? Et au flop, qu'est-ce qu'on fait sur As 10 4, tu vois? Et ça peut être une main compliquée ou pas compliquée, mais on en parle, quoi. On en parle, on détaille, on rentre dans les combos, dans le comptage des combos et tout ça. C'est vraiment très, très, très détaillé et on peut en parler pendant 3-4 heures parce qu'on est des vrais passionnés. Ouais, c'est cool. Et il y avait 2 écoles un peu. Il y avait ça, ceux qui voulaient shove et ceux qui voulaient flat, quoi, un peu. Shove. Shove. Toi, tu veux faire quoi, toi, Chichi? Ça dépend du mec open. On est en live, du coup.
Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien le shove aussi, je pense. En tout cas, le shove est pas mauvais. La défense, en vrai, les EV sont très close. Après, le profil va vraiment faire une grosse différence. Sur le chip leader, t'es content de shove, quoi. Ouais. Et puis, ça part de la discussion sur cette main spécifique. Et puis, on enchaîne sur, par exemple, du coup, qu'est-ce qu'on lui fait folder, les combos qu'on lui fait folder. Après, à partir de quel bottom quel bottom tu vas juste défendre, quel bottom tu vas... Enfin, les discussions amènent d'autres discussions et ça fait que ça dure 3 heures. Mais c'est ça qui est sympa en même temps. C'est hyper passionnant. Toi, Marion, t'étais shove ou call? Moi, j'aurais call, mais justement, je me demandais si c'était pas une erreur, mais je pense que j'aurais intuitivement call. Pas une erreur. Mais jam, tu fais fold des valets meilleurs et des 10 meilleurs, c'est ça qui est cool, quoi. Oui, c'est ce que je me disais qu'on peut faire fold mieux. Après, selon le profil, quoi. Genre, je pense que sur un reg, peut-être, on a encore plus envie de shove, peut-être. Non, on aurait moins envie de shove, peut-être, parce qu'il pourra peut-être plus call des rois-dames, des mains un petit peu plus border, quoi. Alors que contre un fiche, je pense qu'il va fold, il va être beaucoup plus tight. Mais ouais, non, c'était super intéressant. Puis c'est bien, on va jusqu'au bout de la réflexion, souvent, quand on prend une HH, que ce soit en collectif ou... Et puis finalement, tu te rends compte qu'à la fin, personne n'est... Finalement, même après 3 heures, vous n'êtes pas d'accord et ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse, finalement... absolue, quoi. Ouais, et puis les réponses, les débats sont très très constructifs. Tu vois, c'est pas. Mais c'est la réflexion qui est intéressante, c'est pas le résultat. Voilà. Ouais. Donc là, on a fait juste un event, on n'a pas encore beaucoup de HH comme ça, mais ça va être comme ça toute l'année. Il y a eu autre chose, c'est que vous avez été mis bien en avant sur les réseaux sociaux, et ça c'est aussi différent, c'est d'un coup d'arriver avec cette médiatisation. Comment ça s'est passé? C'est une avalanche de messages, de demandes. Bah écoute, moi pour ma part, pas tant que ça. J'ai eu des messages très positifs, du soutien, des encouragements, des félicitations, donc c'était plutôt agréable. Et non, j'ai pas eu une avalanche non plus de messages ou de sollicitations ou de demandes d'ajout quelconque. Ils t'avaient déjà tous ajouté pour le PSP. Avant, ouais. Ils ont dit, elle a pris l'argent, c'est maintenant qu'on ajoute ça. J'ai laissé tous les 300 demandes en attente. C'est bien, faut les laisser comme ça, tu peux voir un peu il y a qui après. Tu fais le ménage. Toi, Marion? Peut-être un peu plus, je pense, que Jade. Mais voilà, c'est des demandes d'ajout, des messages assez... Ça reste bienveillant quand même. Ouais, vous n'avez pas reçu de messages pas cool, quoi? Non, je m'étais préparée, mais j'en ai plus reçu dans le cadre privé d'autres moments que là avec la médiatisation. Ouais. Donc, tant mieux, non, c'est cool. Et vous avez eu le retour aussi d'autres filles qui n'ont pas forcément postulé ou peut-être qui se disent peut-être la saison 3 ça va m'intéresser. Vous avez eu un peu ça ou pas trop? J'en ai eu quelques-unes qui n'ont pas osé et qui se sont dit pourquoi pas l'année prochaine, ouais. Elles se sont dit que c'était quand même accessible et qu'elles pouvaient postuler. Donc je pense qu'elles le feront. Alors du coup, c'est quoi le programme de l'année? C'est quoi votre programme de l'année? Il y a quoi en gros? Donc là, on vient de terminer Namur. Donc la prochaine grosse échéance, ça va être le magnifique 1K Ladies, le plus gros Ladies en Europe, qui sera à Prague au WSOP Europe en avril, là, le 5 avril, il me semble. On va être présent sur le Barrière Poker Tour. On va être présent sur les festivals Nutser, donc Nutser qui est notre partenaire cette année. Partenaire, ça veut dire c'est eux qui payent les buy-in, du coup, c'est eux qui fournissent l'enveloppe? Alors c'est eux qu'on va représenter lorsqu'on va aller sur des événements. Vous avez le patch Nutser, du coup? Voilà. Okay. On a Nutser sur notre patch. Et du coup, c'est quoi? Il y a un tour Nutser. C'est un peu à la ils ont leur KTPS, festival, c'est leur festival, ok. Ils ont leur festival, voilà. Il y a quoi, 4-5 étapes, 3-4 étapes pendant l'année? 3-4 étapes dans l'année, il me semble. Je crois qu'ils n'ont pas encore sorti leur calendrier. Il y a 2 étapes. Deux, ok. Donc là, il y aura... Ok, donc il y a les étapes Nutser, le Barrière Poker Tour. Vous n'avez pas du tout faire Winamax Poker Tour, par exemple Vous pouvez faire des événements hors Queen Squad. Bien sûr. Bien sûr, on est libre. Vous allez le faire d'ailleurs, c'est à la fin du mois, là, il va y avoir le Winamax Poker Tour, la grande finale à Aix-en-Provence, vous y allez? C'est en discussion de mon côté. Pareil, voilà. Peut-être. Et on va jouer aussi au Circus de Paris, le club Circus aussi. Ouais, vous allez jouer un peu les événements quotidiens, non? Les événements quotidiens, si on le souhaite, mais on va aussi jouer des événements qui sont plus importants. Donc, je crois en avril, ils vont faire un joli événement avec un beau main à 600 €. Très belle structure. Je crois qu'ils vont le faire 2 fois dans l'année.
Et on sera présent avec plaisir. Okay. T'as prévu de faire un petit peu de cash au milieu ou vraiment full MTT, zéro cash? Je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire un petit peu. Il y a moyen que je fasse un petit peu des deux. Toi, Marion, le cash. Parce que les tables de cash game pendant les festivals, elles sont jolies, quoi. Elles sont belles. Voilà. Toi, Marion, zéro cash. Je déteste le cash. Ok. T'as essayé quand même? Ouais, j'ai déjà essayé, mais moi je veux gagner en fait, et du coup je spew. Je vais accumuler un peu d'argent et au bout d'un moment, je sais pas, je veux gagner, je veux être première, alors qu'il n'y a pas ça. Et du coup, j'ai jamais réussi. Tu peux gagner en cash, hein. De l'argent, mais il n'y a pas ce truc de. Enfin, t'élimines un joueur, mais il n'y a pas ce truc compétitif de vouloir grappiller des places pour. C'est fou, parce qu'il n'y a pas de fin, quoi. Il y a pas de alors fin, qu'en fait, il y a vraiment de la compétitivité parce que. J'entends totalement, ouais. hein, c'est moi, mais je sais pas, ça me frustre, j'y arrive pas. Ça marche pas. Et toutes les deux, pareil, vous êtes que No Limit. Est-ce que vous êtes intéressés un peu à d'autres jeux? Non, que No Limit. Ça met Oma, par exemple. Je ne connais strictement rien. Non. Il faut essayer. Sympa. J'ai déjà essayé de maîtriser totalement. J'avoue, non, mais en fait, une chose à la fois. C'est tellement complexe. Donc ça, on a parlé pour le programme. Vos objectifs, est-ce que vous êtes fixés des petits objectifs pour cette saison de la Queen Squad, Marion? Sans que toi, tu t'es fixé des objectifs. Toi. Ouais, alors, à la base, je voulais avoir le même volume, mais idéalement, j'aimerais réduire mon volume, tout simplement pour faire plus de live. Okay. En fait, idéalement, j'aimerais avoir une bankroll suffisante pour ne pas avoir ce besoin de volume et du coup pouvoir plus bosser ma technique et faire plus de live. Donc, ce serait idéalement faire comme objectif. Construire ta bankroll live, quoi, c'est ton objectif. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Toi, Jade? Moi, c'est plus dans l'objectif de progression constante. Tout au long de l'année, on a de la chance d'avoir un coach. On sait que les coachings coûtent très très cher en dehors, surtout les bons coachs. Ouais. Donc on a de la chance d'avoir Sacha qui nous soutient, qui est présent toute l'année. Donc il faut en profiter. C'est là qu'il faut bosser. Il faut try hard vraiment. Donc être dans ce processus d'apprentissage et d'amélioration constante, tant au niveau technique qu'au niveau mental. Donc ça va permettre d'atteindre des objectifs court terme, déjà qui est d'avoir un meilleur ROI sur les tournois en live. Et puis, en objectif moyen et long terme, de décrocher des titres. Bien sûr. Et toi qui pendant tes études, qui a été très studieuse et tout, comment tu travailles les coachings? On a un coaching, ok. C'est quoi la meilleure façon d'en tirer la quintessence, la substance, la quintessence, moelle? Alors moi, c'est un mot d'ordre, que ce soit le sport, le coaching ou le travail de la technique ou le sport ou quoi, c'est le plaisir. Ça, c'est mon mot d'ordre. Si j'ai pas plaisir à le faire, ça ne marchera pas. Donc en coaching, si un jour je me sens plus de faire une review, c'est ce que je ferai. Si un jour je me sens d'ouvrir un solver ou travailler sur GTO Wizards, c'est ça que je ferai. Et si un jour j'ai envie d'ouvrir une vidéo d'une masterclass, c'est ça que je ferai. Voilà. Mais tu vois, là, tu fais ton coaching avec Sacha, ok, tu récupères un coaching d'1h30 ou je sais pas, 2 heures, je sais pas. Mm-hmm. Comment, tu vois, là, ça suffit pas. Tu as vu des trucs, mais ils sont pas intégrés. Comment tu t'en sers de ça? La pratique après. Déjà, on a de la chance d'avoir Marion qui enregistre ces séances de coaching. Donc, on peut revenir dessus sur des questions qu'on n'a pas eu le temps de poser ou des points qui sont un peu flous. Donc, on peut revenir dessus. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois après. Et tu prends des notes? Je prends des notes. Et après, il faut mettre ça en pratique. Donc, pour mettre ça en pratique, ce que je faisais pas avant, que j'aimais pas faire, c'est des sessions online. Et là, je me force à jouer online. Parce que tu peux faire plus de volume. Je dis pas que je vais essayer ça sur un 100 balles. Tu vois, je vais essayer d'appliquer ça sur des 5 €, sur des 10 €. Je vois que ça marche, je vois que ça marche pas. Si je suis à l'aise ou pas de défendre Dame 4 off en bébé vs bouton ou pas. Et d'essayer tel ou tel sizing que je faisais pas avant. Après, c'est que de la pratique, en fait. Et répéter tout le temps les mêmes spots pour que ça rentre. Ok, et toi Marion, alors c'est comment? Moi je suis plus scolaire. J'enregistre le coaching, donc je prends pas de notes, et en après-coup j'essaie vraiment de me donner l'injonction de résumer le coaching à l'écrit sur la semaine et de résumer. Tu résumes le résumé? Genre que tu en sors vraiment une... je fais un résumé global et ensuite je reprends vraiment les grandes lignes. Donc ça va être, je sais pas, range simplifié à cet endroit. Bon voilà, pour l'apprendre et après le mettre en pratique, quoi. Ouais. J'essaye vraiment de me fixer chaque semaine, ça doit être fait. Et tu
Tu les re-regardes, genre d'anciens coachings que tu relis? Ouais, hier soir, j'ai regardé le coaching quand j'avais un doute. Ou pareil, quand je fais une masterclass, souvent, moi, je m'endors avec le masterclass dans les oreilles. C'est ce qui m'aide à m'endormir. Vraiment. Je suis mais je comprends parce qu'en fait, Il y en a qui en vrai, quand tu ça peut endormir. quand je prends le train, là, je me lance une petite vidéo de POC, 4 minutes. Tu dors. Mais ça aide. Hein. Mais ouais, mais c'est. Forcément, En plus, tu essaies de rester concentré sur un truc et tes yeux se ferment. Exactement. Ah ouais, Voilà. non, moi pas du tout. Si j'ai halluciné à l'hôtel. Ah ouais, ouais. Ah non, moi quand je lance une vidéo de masterclass, la vidéo, admettons qu'elle dure 45 minutes, pour moi elle dure 3 heures parce que je mets stop, je replay, je retourne en arrière et tout pour voir vraiment le tableau. Ah ouais, avec tel combo, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je suis vraiment très très concentrée. Mais de toute façon, ouais, ça, quand tu regardes une vidéo, il faut être actif. Parce qu'en fait, il y a en plus ce sentiment, quand tu regardes une vidéo, tu as l'impression d'avoir compris des trucs. Ouais. Et si on te dit à la fin de la vidéo, ok, mais qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu comprends, il faut être capable de sortir des points précis. Et puis tu peux t'embrouiller si en plus tu n'as pas pris les notes et tout. Tu peux avoir mal compris un concept. Ouais, c'est ça. Et au final, ça peut être pire, quoi. Exactement. Donc en fait. Revoir la vidéo. Moi, je sais que je revois des vidéos où j'avais pris des notes et repris des notes. Et en revoyant quelques temps après, je vois des choses et je comprends des choses différemment de la fois d'avant. C'est assez impressionnant. Et puis mettre en pratique quelque chose et l'appliquer, c'est hyper gratifiant de pouvoir mettre vraiment en pratique quelque chose que tu as compris. Ouais. Je pense que pour tout le genre de poker, ça leur est déjà arrivé. Et ça peut se jouer dans des petits détails, des micro-détails. Par exemple, sur certaines textures de flop, avant, moi, je faisais du 2/3, alors que le size, pour être optimal, c'est du mi-pot. Et ça se joue dans des détails, tu vois, mais c'est important, ces détails-là. Il faut être vraiment très, très précis. Et c'est ça qui fait que tu t'améliores aussi. Je voulais juste revenir un truc sur la Queen Squad. Le fait que Sarah recommence en tant que capitaine, c'est quoi un petit peu les conseils qu'elle vous a donnés? Est-ce qu'elle vous a donné des conseils en tant que capitaine? Alors des conseils beaucoup sur le plan humain, sur la vie en groupe, la vie entre filles. Et c'est des conseils qui sont très très précieux parce que c'est nouveau pour nous toutes. On n'a jamais vécu ça avant, d'être dans une équipe, jouer de manière professionnelle au sein d'une équipe de filles. Et elle a déjà vécu ça l'année dernière. Elle a vu ce qui allait, elle a vu ce qui n'allait pas aussi. Et du coup, elle nous guide dans ce sens-là. Les erreurs à pas faire, ok. Les erreurs à pas faire. Elle médiatise aussi beaucoup. Je trouve, c'est son rôle de capitaine, donc voilà, elle n'hésite pas à nous amener, à nous dire, voilà, s'il y a un problème, elle peut faire tampon, on peut en discuter avec elle. Bon, c'est pas arrivé, mais c'est vrai que de savoir ça, qu'elle est là aussi pour ça, et elle joue très bien ce rôle-là, c'est cool, je trouve. Ça vous enlève un poids, quoi. Ouais. Et Cécile, vous avez des interactions avec elle relativement souvent? Là, on n'a pas trop eu l'occasion ces dernières semaines là, à Namur, comme il y avait le PT, elle était sur autre chose. Mais oui, sinon, on est sur le groupe WhatsApp, elle interagit, elle nous donne des conseils également sur les mains, ce genre de choses. D'ailleurs, on va juste pour revenir sur le PT, donc Julien qui a terminé 11e, vous avez forcément suivi, non? Vous avez vibré un peu? Oui. Moi, j'étais à l'hôtel, je regardais en même temps, j'avais buzz, donc j'avais plus de disponibilité que les filles qui étaient déjà encore en jeu. Mais ouais, j'ai bien suivi. Ouais, on n'était pas là, mais c'est comme si on y était. Ouais. Et souvent, tu vibres plus pour quelqu'un que pour toi-même. C'est incroyable, ouais, forcément. Encore félicitations. Félicitations à lui. Est-ce que tu as 2-3 trucs à dire ou est-ce qu'on passe à cette partie technique? Écoute, on peut passer à la partie technique. Est-ce que il y a quelque chose d'autre que vous vouliez rajouter un petit peu sur le projet On n'a pas parlé de Vegas. Attends, tu nous as dit, Marion, que tu étais déjà partie à Vegas. Ouais. Donc avant de faire partie de la Queen Squad, tu étais déjà partie. Tu étais partie avec ton copain, mais tu as joué des tournois, toi. Ouais. Tu as joué quoi un peu? Tu as joué des WSOP? J'ai été jusqu'au $300 le Colossus, je pense. Donc, j'ai pas été sur des gros tournois. Le Colossus, quand même, c'est genre $300, mais il y a 45 milliards de joueurs. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas mon année, je pense. C'était ta première fois? C'était ma première fois. Et j'étais en train de changer complètement mon jeu. Donc, j'étais en train d'apprendre. Et du coup, j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'étais en train d'apprendre. Et du coup, j'ai un peu déjoué parce que c'est ce qu'on disait, c'est important
d'apprendre et d'avoir des moments pour le mettre en pratique. Ok. Et c'était vraiment pas le moment. Je bustais d'un tournoi, je retournais dans ma chambre d'hôtel, je continuais à bosser pour me dire demain, il faut que je mette ça en pratique comme ça. Ouais, du coup, t'es Et même c'était en pas- termes de confiance, en Ouais, fait. j'étais pas du tout confiante et ça s'est joué, ça s'est vu dans mon jeu, quoi, malheureusement. Et toi, Jade, Vegas? Ça va être mon premier Vegas. J'ai trop hâte. Vous avez un Vegas avec la Queen Squad, là? Ouais. Ah, vous m'avez pas parlé Ah dans oui, le on va programme. parler quand même, c'est important dans le Et programme. parler C'était vraiment des tournois évident, de serre, vous j'ai parlez oublié. pas de Vegas. Ouais. Oui, il y aura Vegas. Il y aura Vegas et on va jouer le Ladies de Vegas. C'est à un cas? $4. Ok. Ouais. Voilà. Et vous avez prévu de vous faire des petits. Vous allez nous faire un petit tag team, non? Un petit tag team. On aimerait bien, oui. Spécial oui, Queens, ouais. quoi. Alors, Ça va on être n'a pas pas mal. encore épluché tout Je le me mets avec programme. Cécile. Pas avec Cécile. On a le programme des WSOP qui est sorti. On n'a pas encore le programme des autres casinos aux alentours, il me semble. Donc, on attend d'avoir vraiment l'ensemble pour vraiment... Tout booké. voilà. Ouais. Parce que c'est public, le contrat que vous avez gagné. Est-ce que c'est public? C'est pas public. C'est pas public. Ah, donc, c'est combien? Oh, juste C'est un beau contrat à 5 chiffres. c'est un beau contrat à 3 chiffres. Ah, Non, c'est un beau, bah oui, oui, un beau ok. contrat à 5 chiffres. Je peux pas en dire plus, mais c'est un beau mais du contrat coup, en gros, à il y a, 5 il y a- chiffres il y a des qui choses que vous allez faire dans le contrat, hors contrat. Et hors contrat. Parce que Tout à j'imagine fait. quand tu vas à Vegas, hein, Mais ce qui est déjà dans Profite le pas. contrat, ça nous permet déjà, ça nous donne déjà un bel agenda sur l'année, quoi. C'est Ouais. D'ailleurs, déjà beau. dans le contrat, après, vous répondez si vous pouvez répondre, mais c'est un contrat, c'est-à-dire comme on l'entend de Team Pro, ou est-ce que c'est un contrat en mode stacking, c'est-à-dire vous avez un cut et vous devez reverser une part des gains? Un peu des deux. Ok. Il y a sur certains events, on est sponsorisé, et sur d'autres events, comme Las Vegas, il y aura, Par il y aura du du stacking, stacking. Il y aura du stacking. c'est quoi l'event qui vous fait rêver à Vegas? Le main event, j'imagine? Ouais. Forcément. Mais Forcément. Vous durez un jour? Pas Ouais. cette fois-là? Non, je pense pas cette fois. Un petit On verra. qualifieur, non? Il faut essayer les Bah, en les vrai, oui, qualifs. pourquoi pas, ce serait génial. Mais Ou même en online, là, il y a les SAT qui ont commencé aussi là, Ouais. quelques semaines. Donc, Et non, je sais pas, il y a des tournois un peu moins chers, tu vois, genre Millionaire Maker, c'est un 1500? Ouais, Ouais. Celui-là, j'aimerais bien le faire, moi, le Millionaire Maker. les mini-main aussi maintenant, aussi, ouais, qui est un peu le même C'est un 1000? style. Je crois que c'est un 1000, ouais. C'est un 1000. Et 777, 888, Ah. à combien? Ouais, Le 777, le 777 aussi, c'est pas le tournoi qu'a gagné Giuseppe? Non, je crois Il me pas. regarde d'air dépité. De toute façon, on a Max derrière qui est Wikipédia. Mais y a pas sait- quelqu'un sait qui- tout. Non, le 777, il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit prendre là, non? Julien Bah, Montois, Ouais, Julien Montois. qui a fait Ouais. deux. Et Voilà. je voulais aborder un dernier thème pour en parler, parce qu'il y a eu des petits débats, petits dramas aussi sur les premiers épisodes de la Queen Squad, avec certains commentaires de filles qui n'ont pas trop aimé ou qui n'ont pas aimé. Il y avait ouais, il y a eu, Loïc tout à ça a l'heure été un peu, ouais. qui est passé un peu pour un tyran dans les épisodes. Comment vous avez vécu ça un petit peu, vous, de l'intérieur? Déjà, est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous avez trouvé que c'était dur mais que ça faisait partie du truc? Comment vous Est-ce l'avez que vous vécu? comprenez un peu Ouais. les critiques? Alors, moi, personnellement, je comprends les critiques de ce qui ressort des épisodes. Nous, forcément, notre opinion, elle est biaisée puisqu'on l'a vécu de l'intérieur ces 4 Sans jours. montage, quoi. Sans montage, voilà. Donc oui, on a eu des coups de pression. On a eu beaucoup de moments de doute et de remise en question. Et c'est normal parce qu'on est faut pas oublier qu'on est dans un cadre de recrutement de team pro. Donc c'est normal que l'exigence est là. Mais on n'a pas senti d'humiliation ou de, tu vois, j'ai Oui. pas le, Vous n'êtes pas senti rabaissé, quoi? Ouais, non. Ok. On a, Il y avait cet aspect compétitif qu'on ressentait, cette pression qui était là forcément justement pour être sélectionné. Mais non, moi j'ai ressenti beaucoup de bienveillance de la part de l'équipe et après je peux comprendre chacun son point de vue. C'est un peu le but aussi de l'émission. Hein. L'émission, c'est presque une télé-réalité, donc chacun pense ce qu'il en veut d'un point de vue extérieur. Après, moi, j'y étais, je sais ce que j'ai vécu. Quoi. Vous aviez été lire les commentaires pendant que les épisodes sortaient, vous avez regardé un petit peu ou Pas pas plus trop? que ça. Moi, je j'ai tombais pas dessus, trop je voyais, regardé, mais sinon, non. Juste dernier point avant qu'on passe à la partie technique. Il y a NJ de la Darshan, tu y retournes un peu ou pas? Je vais y retourner. Mais entre-temps, je ne suis pas trop retournée malheureusement parce que les parties se passent le samedi et que moi je travaillais en restauration le samedi. Du coup, je n'ai pas trop eu l'occasion de repasser. Mais oui, je passe de temps en temps les voir et on reste en contact.
Oui, parce que là, tu as arrêté ton activité complète dans la restauration. Là, tu es full poker, là. Là, je suis full poker. Ok. C'était trop compliqué de combiner les deux. Tout le monde est full poker, d'ailleurs, dans la team, ou il y en a qui ont gardé encore une activité? Il y a certaines filles qui sont en hésitation, qui ont encore leur activité, mais qui vont peut-être l'arrêter. En fonction de ce qui se passe cette année, globalement. Ouais, et puis de l'investissement, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Donc, il y a certaines qui se demandent, est-ce que je fais un mi-temps, est-ce que j'arrête? Donc, elles vont aviser, je pense. On va suivre ça. Eh ben, très bien, on va passer à la partie technique, toutes ces heures de coaching qui vont être mises à rude épreuve. Ça se passe derrière vous, essayez de garder bien le micro devant votre bouche. Okay. Et Chichi, fais-nous rêver. Oh, mais je reconnais Félix. Tu mets un petit jingle? J'ai pas de jingle? C'est un petit jingle. La partie technique avec Chichi. Je peux pas me sentir à l'aise si je n'ai pas mon petit jingle. Pas mon petit jingle. Alors, on est en TF de l'EPT. On est sur les blindes 50 000, 100 000, mais je vous ai mis tous les stacks en blindes. Comme ça, c'est plus simple. Et on va être dans la peau d'un joueur qui n'est pas français. Bouyanov, Bueov, je ne sais pas le prononcer, on va dire Bouyanov. Et on va jouer contre un Frenchie, par contre. Notre poteau Samy, qu'on avait reçu à la radio. Notre ancien croupier. Exactement, qui fait une belle perfounette. Alors, tout le monde va folder jusqu'à notre cut-off. Et on va ouvrir une premium. As-roi. As-roi. Ça, c'est le seul truc que j'ai cru que c'était la main. J'étais trop content. Parce que, juste pour raconter, j'ai essayé de tricher pour cette partie technique. J'ai essayé de voir le showdown. Même en triche, et en fait, le truc, c'est que Chichi, il met pas les mains à l'avance. Donc, il arrive, il les rentre vraiment. Et il a tout de suite, il a vu que j'allais regarder. Et il m'a grillé en une J'ai seconde. capté. Attends, mais cette main, elle était sur le streaming ou pas? Elle était sur le streaming. Donc, vous l'avez peut-être vu. Si vous l'avez vu et que vous connaissez le showdown, ne spoilez pas. Non, moi, j'ai pas vu le showdown. J'ai pas regardé le stream. Tu sais que j'ai pas regardé. Moi, je l'ai regardé. Alors, on a As-Roi au cut-off. On open à 2 bébés. Je vais pas vous poser la question. Juste Mariani, il est en quel site là? Il y est plus. Ah merde, pardon. Il y est plus, Jules. Parce qu'il est dans le chat. Il y est plus. Ah ouais, il est pas là. Alors, il y a un peu de ses jetons par contre. Il y a ses jetons au milieu. Il y a les jetons de tout le monde. Les jetons. Ouais, ça va quand qui aime bien, charrie bien. Ouais, et puis en plus, je pense qu'il a passé une mauvaise soirée hier, Juju. Oh putain, le pauvre, c'est dur. Ah, c'est dur. Alors, on open, et le bouton et la small blind vont fold, et Samy va défendre en bébé. Jusque-là, tout va bien. On va découvrir un petit flop. Flop, j'ai envie de dire, tranquillou. Dame, valet 7, Rainbow, ouais. Samy check. On a As-Roi ici. Est-ce que vous faites un continuation bet? Est-ce que vous checkez back? Et si oui, combien? On est deuxième en stack. On a un beau tapis. Marion, tu fais quoi ici? Tu sais bet ou tu check back? Moi, je sais bet. En plus, on est CL en position, avantage de range. Je pense qu'il faut miser ici. Hein. Tu fais quel size? Pas cher, mi-pot? Alors, je pense que après, ça dépend contre Samy, contre un reg. Je sais pas. J'hésite entre un tiers ou cher. Ok. Comment tu vas splitter? Ouais. Je pense que je fais un tiers. On est en TF. On va réduire nos sizes en TF. On lui met déjà une grosse pression. Donc, je pense que je vais plutôt faire un tiers. Ok. Jade? Ouais, 1.5 pot ou deux blindes ici. On part sur ça. Comanche? Oh, mais ne me demande pas. Tu fais tapis, hein? Bah, a priori, je fais tapis. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? S'il n'a pas de dame, s'il n'a pas de valet, pas de 7, il va se coucher? Il va te coller avec dame valet. Oups. On fera le 10. Ouais. Si on a un top, on fera le 10. Au moins, j'ai une bouée de sauvetage. Allez, on va c-bet, on va faire 2. Et on va se faire check raise. Et voilà, alors que si on avait fait tapis, il peut pas check raise. Et voilà, c'est fini. Ça. Et là où il a pas. Il a pas. Alors, il fait 5,75 sur notre bet à 2, donc check raise moins de 3, pas un énorme check raise. Qu'est-ce qu'on fait ici avec As-Roi? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on clique? Est-ce qu'on fold? C'est quoi un petit peu le plan? Là, tu faisais oui de la tête, je crois. Qu'est-ce que tu fais? Je suis parti pour call. Moi. Ok, tu call. Pas d'autres projets. On call, Marion? Oui, pareil. Je vois pas l'intérêt de re-raise. Okay. On va aller voir une turn. Moi, j'ai un plan quand même, c'est de faire un 10. Ce sera c'est pas mal, c'est un de mes plans. Voilà. Principal. Alors, je vais pas mentir, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et on va défendre. C'est la partie technique de merde, turn 10, river blanc. Ça n'arrivera pas. La turn est une blanque.
le 3 de pique. Samy va continuer de barrel. Il fait mi-pot. Est-ce que maintenant on fold? Est-ce qu'on raise? Est-ce qu'on call? C'est quoi un petit peu le plan et le projet? Jade? Intéressant. C'est un backdoor pick qui s'ouvre. On n'a pas de pick en main. On n'a pas de pick en main, un backdoor pick qui s'ouvre. Il a pu check raise au flop avec des mains comme... Marion, tu peux tiens. Il a encore des bluffs, il a encore des mains comme 8, il a encore des mains comme 8, 10, As 10, 9, 10. Il n'est pas forcément en value ici, mais est-ce qu'on va pouvoir assumer un troisième péchon à la river qui n'est pas sûr qu'il le mette 100%, hein. Des fois, notre main on est encore devant avec notre As-Roi. Ouais. Après, je pense que si on compte notre cote, faut que nos rois et nos as soient clean, parce que là, on n'a qu'une good shot. Puis je suis pas sûre que toutes ces mains en value auraient check raise au flop. S'il avait une dame ou s'il avait une main comme... Après, c'est un jour. Je pense qu'il y a Breland 7 qui check raise flop, clairement. Typiquement Breland 7. Bon, il peut faire ça avec des doubles paires, il peut faire ça avec... Mais en fait, quand il a double paire, il lock tellement le board qu'il n'a pas trop d'intérêt à check raise, en fait. Est-ce que préflop, on 3-bet tout le temps, 2 valets, 2 dames? Oui, je pense quand même. Après, surtout en TF. Après, ouais, faut voir si le fait que ce soit des piques, on n'en a pas. Je pense qu'on peut compter nos rois et nos as qui sont clean. Donc on n'a qu'une gut shot. On a juste à compter peut-être le pot. On a 7 à mettre dans 23. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne suis pas sûre qu'il checkerait ses dames au flop. Par exemple, dame 8, dame 9, dame 10 qu'il aurait def. Je ne suis pas sûre qu'il les checkerait au flop. Du coup, moi, sa range de value ici, c'est... 2 paires plus, quoi. 2 paires plus, voire Breland 7. Après, il a des bluffs, il a des 9 et il a beaucoup de bluffs. Je pense qu'on est obligé d'encore continuer avec notre main. Donc là, tu pars pour call. Marion, tu étais plutôt sur un call, j'ai l'impression aussi. Ouais, avec les piques. Mais pas content. Bon, on est pas content parce que heureusement qu'on a un as et un roi au-dessus quand même, parce que juste gut shot, c'est un peu compliqué déjà. On va call. Et justement, il faut que ça fasse un roi river pour que la main soit intéressante. On a un as ou un roi dans la main et la river, effectivement, va faire top pair, un roi. Et là, il va faire tapis, évidemment. Samy. Sinon, c'est pas drôle. Jam. Un reg, il a le troisième barrel bluff. Hein. Si c'est contre un récréatif, je pense que je pars en courant parce que je suis pas sûre qu'ils mettent le troisième en bluff. Bon, à ce niveau-là, sur cette table finale, il faut compter les combos de bluff. C'est ce qu'on a travaillé encore la semaine dernière avec Sacha. Alors, qu'est-ce qu'on lui trouve comme bluff? Déjà, en off, qu'est-ce qui défend? En combo off, genre 9 et 10 off. Ça fait straight. Ça fait straight. Donc, en plus, c'est même pas un bluff. Là, c'est difficile de lui trouver des bluffs, parce qu'il faut qu'il tourne une paire en bluff river. Ouais, c'est ça. Ouais, je cherchais des tirages manqués, mais en fait, il en a plus. Oui, faudrait qu'il genre tourne juste une des main backdoor pick au flop qui a continué de turn. Faudrait qu'il tourne une main comme As 9, As 8 de pique en bluff. Ouais, tous ces As. Tous ces As X flush draw qui auraient. Il n'y en a pas tant qui vont check raise au flop aussi. Ouais, est-ce qu'on a autant de check raise au flop? Il n'y a pas tant de trucs parce que même des As 10 de pique, il va les call plutôt au flop. Il n'a pas trop d'intérêt à check raise. As 10, ouais, non, mais des petits As, juste backdoor. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a quelques combos suités en bluff, mais je pense que je préfère fold. Je vois pas assez de bluff. Après, je suis sûre qu'il a call et qu'en fait, il était en total bluff avec, je sais pas, 2 cœurs ou il a tourné seconde paire en bluff. Je sais pas. Plutôt sur un fold pour Marion. Jade. On est quand même très très haut ici. On bloque As-Dame, on bloque des rois-Dames, on bloque des rois-valets, on bloque pas mal de doubles paires fortes. Après, As-Dame, il a jamais As-Dame. Il va pas jam. As-Dame, il les a pas. Bah, du coup, s'il a pas As-Dame, il a jamais 2 valets. Ouais. Bah, pourquoi pas? Il peut avoir. Non, c'est juste que As-Dame va pas jam river. As-Dame va pas jam. Il peut avoir 2 valets s'il 3-bet pas pré-flop. As-Dame va pas foncièrement 3-bet pré-flop. En fait, on a un ICM qui est. Faut pas oublier qu'il y a Titi qui a 10 bébés à ce moment-là. Et Félix qui en a 20. Et nous, on en avait 40. Donc, on subit quand même. On a un bon risque premium sur la tête. Donc, je pense que As-Dame, 2 valets, ça 3-bet très peu pré-flop. Mais bon, après, As-Dame jam pas.
As-Dame ne jamme pas. Non. Juste, on est début TF, on est combien là? À ce moment-là, on est 8 left, donc on est vraiment début de TF. Donc on est 8 left, il a un beau risque de premium. Il a fini combien, Samy? Ah. Il bosse pas sur cette main? Ah, merci beaucoup. Donc il est merci en beaucoup, Max. alors. Max qui spoil. Merci, Max. Voilà. Super. C'est sûr, Le mec n'a pas forcément, compris la partie technique. C'est sûr. J'ai tiré mes infos comme je voulais. C'est mon pantin. Bon, ça veut pas dire, Allez, qu'on a c'est bon. call ou qu'on a fold. C'est vrai qu'en termes d'ICM, on s'est dit, on pourrait se dire qu'il n'a pas beaucoup de bluff ici, étant donné que il y a plus short que lui en TF. Donc il joue gros. Mais vraiment, je trouve qu'on est très haut ici et que. Donc tu pars plutôt. Ok, donc call. c'est un call pour Jade. Moi, je pense que je Marion, fold, tu ouais, fais je quoi? fold. Moi, je crois que j'aurais fold. On a un fold, Un un fold. call, Que c'est le très roi bien. fait rentrer. Ah, putain. Alors quelle main on va lui donner? Comment Attends, déjà? Est-ce que tu call? Est-ce que tu fold? Juste un truc. Tu peux pas me dire, il a terminé combien, Samy? Je peux te dire combien Ouais, il a terminé? combien de gem? Samy, il fait 7, je crois. Il fait 7. Ah, Ok. il fait 7, je crois. Je sais qu'il fait début. Il fait 7 Il ou veut 8. pas dire. Tu sais, il a sorti l'info. Il bosse pas sur cette main, mais après, tu lui demandes quand même un truc. Il fait combien? Il veut pas dire, ok. Donc, moi, je pense qu'on va fold et qu'il va nous montrer. Ah, il faut que ça soit rigolo. Il faut qu'il nous. Putain, non, j'en ai marre de cette partie technique. Allez, donne une main au pif. Toi, tu fold ou tu call déjà? Moi, je vais fold et je vais dire qu'il avait par contre un bluff. Comme ça, au moins, je me trompe on est pas. cohérent. Moi, je me trompe pas. Ok. Putain, c'est chaud parce que est-ce qu'il peut avoir. Genre Valet 10, ça va tout le temps call flop, il n'y a pas d'intérêt de check raise quoi. As 4 de pique. Moi, Valet je 10 va pas check je raise le flop. mettrais bien sur un Valet 8-10, 8-10 de pique. 8-10 de pique pour Jade, ok. Ouais. La gutshot Ah, par flop contre, qui genre trouve le flush draw. une bottom pair 10 et 7, genre une bottom pair, un truc comme ça, c'est possible? Il va pas check raise. Ouais. Il n'y a pas trop de check raise Il de. va pas Non, mais genre, check raise, il n'y a pas une bottom pair qui peut check raise avec un. Qu'est-ce qu'il peut avoir un 10 là? Même 10 et 8, il va call. 18, 19 et 8-9. Oh, ouais. Mais 19, il fait strike. Ouais, Quand bluff, t'as en 10 fait, et 8, quoi. il n'y a que 10 et 8. Putain, quand t'as un combo de bluff. Et Dame 10, Valet 10, il va pas les check raise. Non, il n'a pas d'intérêt de check raise, mais genre, ouais. il va. Ouais, il n'y a que 10 et 8 backdoor flush draw, quoi. Ouais, Et encore, même, est-ce qu'il va vraiment check raise? Ouais, flop, il peut check Il est raise, aggro, le Samy. combo, hein, ça. c'est plutôt un Ouais, joueur aggro, quand même. flop, il peut check Allez, raise, ce il a ça combo, sera là. 10 et 8 chez moi. 10 et 8 pour Comanche. Non, Jade, t'avais dit 10 et 8, je crois. 18 de pique, ouais. Ah, le 10 et 8 de pique est pris. Tu changes de couleur? 10 et 8 de trèfle. 10 et 8 de Tu trèfle. vas faire quoi maintenant? Ok. Marion, Allez, As 4 de pique. As 4 de Attends, pique. en fait, Vous mettez je vais tous changer. un bluff. Je vais changer. Vu qu'elle a pris 10 et 8, je vais lui laisser la politesse et je vais dire qu'il est nutsé. Comme ça, au moins, je vais pas. As donner- 10, du Tu coup. changes Quelle complètement de Ouais, pas As 10. Juste, Bah, c'est As 10, mais- non, ça va être un 9, 9 et 10. Putain. 9 et 10. Et un 9 et ouais. 10. Écoute, on a fold. On n'a pas pris trop de temps, hein, pour le coup. Est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'on a eu tort? Suspense. Et il avait Putain. paire de Paire de 7. 7. Waouh. Tout simplement. Voilà. Bottom. Je l'ai pas Bottom pris. 7. Pourquoi je l'ai pas choisi celle-là? C'était facile. Je t'ai pas écouté. Celle-là, je me suis dit que tu pouvais la trouver. Ouais, je pouvais. Ouais, j'étais pas loin. Tu pouvais la trouver. Et je pense que c'est la seule main en value qui reste post. Et qui ouais, reste au c'est- flop. c'est- C'était paire de 7. Moi, je trouve pas beaucoup de bluff dans ce spot. Hein, Bah, en vérité, on a un hein. peu galéré quand même. J'ai du mal à en trouver. Et je pense que, bah, d'ailleurs, il a pas pris beaucoup de temps, hein, Ulyanov, pour fold ce spot. C'est vraiment qu'il a eu aucun bluff évident en tête. Il a même pas utilisé un time bank. Ah ouais, Ah ouais. Ah ouais, Non, ça, je pense que c'est une info. Donc, il s'est dit, oh, ça bluffe jamais ce spot. Et peut-être aussi le fait qu'il couvre encore deux joueurs, qu'il y a deux joueurs plus short que lui, il va moins prendre ce spot en bluff. Samy? Ouais. Ouais, bah, non, Ouais, je ouais, pense. clairement, bah, avec son risque premium, Il est pas Ouais. il va fait. avoir beaucoup moins de bluff. Quoi. Il Mais termine après, combien ça reste du un coup, joueur. Samy? Il fait combien? Tu peux le dire maintenant? Ah, c'est le prochain post. Ok, d'accord. Donc 8. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être passé à nos micros. Ah, merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve où là, le prochain événement? Prague. Sympa. Ouais. C'est quand? C'est pas mal. Début Le avril. 5 avril pour jouer le 1K Ladies. Ouais, on y Ouais. sera du. Donc dans un mois, on vous retrouve à Prague. Attends, Toute la team. c'est quoi comme festival? WSOP Europe. C'est WSOP Europe, ok. Ouais, c'est bracelet quand même. Ouais, qui a mis un bracelet, en général. Après Et la radio. quelque chose me dit que le field de femmes sur le Lady sera
archi dur. Enfin, ce sera pas si facile que ça. Ah ouais La victoire sera. Il y aura Cécile déjà, il y aura. Voilà, mais c'est Sheena- une chose. Alors, Cécile, Sheena file quand même. Ouais, il y aura Il y aura vous Kristen Foxen, il y aura Shina Nul. Okinamoto. Nul. Ah, il y a Alors, elle, c'est mort. on a fait une HH d'elle, c'était quoi, il y a 2 semaines tu sais, où elle check, elle fait nimp là. Ah oui, c'est vrai. Bon, elle bluffe. Voilà. Et puis le fait que ce soit un cas aussi. Voilà, faux call. Faux call. Call, Si Cécile, regarde, si Cécile, faux call. Et un faux si call. les autres, faux fold. Voilà. C'est tout. Avec ça, tu as déjà gagné. Donc, et peut-être en fin de mois sur un autre festival, peut-être à Aix-en-Provence. Oui, peut-être. En discussion, en réflexion. Ouais. On va voir. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci. On embrasse toutes les filles de la Queen Squad. On les embrasse. Sarah, la capitaine. Et puis, nous, mon chichi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous à Clara, Héloïse, à la technique. Bravo pour la gestion de câble. Clara, t'as éteint l'ordinateur en 1 seconde. Ah ouais, là, c'est dit, ça va brûler là. C'est dangereux. Et il y a une chance sur 2 qu'il explose à chaque fois. Merci beaucoup, mon chichi. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Nouvel épisode de Club Poker Radio. Je crois que c'est mardi. Et c'est mardi, exactement. Ouais. Parce que ça me fait chier. Putain. Je me casse en Suisse. Voilà. Je vais voir mes amis suisses. Allez, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, ciao. Bisous.